Fonder une famille, c'est du bonheur, des joies, des doutes et des combats qui sont propres à chacun et qui soulèvent beaucoup d'interrogations. Je suis Pauline et je suis la créatrice du podcast Ma Petite Famille. Dans ce podcast, vous écouterez des récits singuliers, authentiques et inspirants de parents qui partageront leur histoire, du désir de fonder leur famille au quotidien avec leurs bambins. Je vais converser avec des parents anonymes ou plus connus, que vous suivez peut-être sur les réseaux sociaux, pour vous proposer, de par ces rencontres, un maximum d'histoires enrichissantes, bienveillantes et déculpabilisantes. Vous retrouverez tous les 2e et 4e vendredis de chaque mois un nouvel épisode. Pour suivre l'actualité du podcast, des invités et de ma vie de maman, rejoignez la communauté Ma Petite Famille sur Instagram. Et si vous aimez les épisodes, je vous invite à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute privilégiée et avec un petit commentaire. Cela permet, au-delà de me faire très plaisir, de faire connaître le podcast au plus grand nombre. Je vous en remercie. Avant de vous embarquer dans ma conversation avec mon invité, je souhaitais vous faire découvrir la marque Atelier Amage. Vous cherchez un cadeau de naissance unique et pratique? La gamme d'accessoires de pierriculture proposée a été conçue pour le quotidien des parents. Vous serez séduit par les motifs intemporels et spécialement dessinés pour la collection. La personnalisation des pièces est faite en Bretagne. Vous êtes sûr de faire plaisir avec un cadeau unique réalisé avec amour. Rendez-vous sur atelier-amage.fr pour en savoir plus. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Marie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Franchement, je suis trop contente parce que il y a maintenant 2 ans, j'ai eu ton mari, c'était le premier podcast, donc j'étais un peu stressée que j'enregistrais avec un papa en plus. Je suis vraiment très, très contente que tu aies accepté toi aussi de donner ton témoignage. Bah oui, coucou Pauline, merci beaucoup. Moi, je suis super contente d'être là aussi, de prendre la suite un petit peu de ce que David avait laissé comme trace ici, parce que c'est vrai que on n'avait que 2 enfants au moment où il avait enregistré. Là, c'est on en a 3. Et du coup, ça peut faire la continuité, même si j'ai plus trop en tête ce qu'il avait dit. Mais... Tu l'as pas réécouté? Non, c'est le premier épisode de Ma Petite Famille. Ouais, donc, vrai. Si vous voulez écouter, vraiment, le premier qui m'ait fait confiance. Bah ouais, mais même moi, il faudrait que je réécoute plus tard. Mais non, je ne l'ai pas fait. En même temps, comme ça va être spontané. Et puis, ça permettra après, avec du recul, de voir aussi l'évolution qu'il y a eu entre les 2 épisodes. Ça peut être sympa. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, de qui est composée ta famille et ce que tu fais dans la vie? Donc moi, je suis Marie. Je suis illustratrice. Je suis maman de 3 enfants, de Maëlle, Gabriel et Agathe. Et ma famille est composée donc, de ces 3 petites personnes. Et puis de mon amoureux, David, qui partage ma vie depuis maintenant 13 ans. 13 ans, ouais. 2011. Ouais, 2011. Tout début d'année 2011. Ouais. D'où je viens moi, je suis locale, 100%, parce que je viens de Rennes, aux alentours de Rennes, tu vois. Donc, je suis un peu restée dans le coin. Pas trop bougé. Est-ce que tu as toujours voulu être maman? Ouais, je pense que j'ai toujours voulu l'être. J'y pensais pas forcément tout le temps, mais c'est un truc, je me suis toujours dit qu'un jour ça m'arriverait, quoi. Je me suis jamais... on est un peu conditionné aussi à l'être en tant que petite fille en général quand même, hein, clairement. Mais c'était pas un problème. C'est ça, j'avais très envie en mode ça me parle et je voyais que ça pouvait être super épanouissant. Je comprends aujourd'hui que ça peut être très épanouissant de ne pas en avoir aussi. Je suis OK là-dessus, mais c'est là, moi, je suis très contente de l'être aujourd'hui et ça m'épanouit pleinement. C'est un gros boulot quand même. Hein. On en parlera. Ouais. T'es tombée enceinte à quel âge et comment t'as annoncé ça? Moi, je suis tombée enceinte à 25 ans. J'étais persuadée, je ne sais pas pour quelle raison, que ça mettrait vachement de temps. J'ai toujours fait beaucoup de sport aussi, peut-être, et j'ai toujours été... très fine, voire peut-être trop quand j'étais ado. C'était du coup j'ai toujours l'impression que ça prendrait plus de temps pour moi, le fait de faire beaucoup de sport et je me disais ça va prendre plus de temps. Ma maman avait un peu galéré pour moi, donc je me disais ça c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Et du coup, persuadée de ça, on s'était dit avec David, le jour où on arrête, on a dans la tête que ça peut prendre quand même pas mal de temps. Et puis, en fait... Pas du tout. Pas du tout. On s'est dit, après, on s'est mariés le 25 août 2018. Il est de cette date-là, en fait. Voilà. J'ai des potes qui l'appelaient nuit de noces, tu vois.
Ah, comme quoi, je pensais qu'on dormait, mais non. Ah oui, bah là, nous, non, mais... mais non, mais c'est vrai que on a eu beaucoup de chance parce que je me rends compte... à ce moment-là, on était en plus dans la bande de potes, dans les premiers à avoir des enfants, donc... dans ma famille, on avait déjà, mais on était un peu en décalage. Ils avaient déjà quelques années, les enfants. Donc on se laissait un peu porter. J'avais pas d'appréhension ou quoi. Mais par contre, bah, j'étais persuadée que ça prendrait du temps. Et du coup, tout était un peu loin. Je me suis dit, on va apprendre en même temps. Et voilà, quoi. Donc, très naïve là-dedans. Et en fait, ça a pris directement de la chance. On va sûrement pas s'en plaindre. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que je me rends compte maintenant que ça peut être aussi un sacré parcours. Mais ouais, on a de la chance que ça soit passé assez vite. Et comment tu as réagi donc, à l'annonce, je pense, surprise? Ouais. Et puis après, comment tu t'es plongée dans cette grossesse? L'annonce, je m'y attendais pas tout de suite parce que mais vraiment, je pensais que ça allait prendre plus de temps parce que on commençait à regarder des voyages pour l'année d'après, un truc, on s'est dit, bah allez, avant d'avoir des enfants, on va encore un peu voyager. On commençait, en plus, moi je faisais j'en fais toujours d'ailleurs de la course à pied. Du coup, il y avait des petites compètes, des petits objectifs que je me mettais sur des courses et en fait, j'ai fait une course, un 10 km où j'avais l'objectif de vraiment faire un temps mieux que d'habitude. On s'était entraîné là-dessus avec mon entraîneur et ami. Et bref, on s'est entraîné à fond. Et en fait, en la faisant, cette course, j'avais un objectif. Je voulais faire 38 minutes, par exemple. Et en fait, j'ai fait 45 minutes. Mais dans les choux, j'étais pas bien, en larmes, mal au ventre. De douleur au ventre, mais je savais pas ce qui m'arrivait et j'étais dégoûtée, quoi, mais je pensais pas du tout à ça. Et c'est en fait en parlant avec une copine de ça un petit peu après qu'elle me dit, mais quand même, tu pourrais pas être enceinte parce que c'est bizarre ce que tu me racontes là. Je dis, oh non, je devrais avoir mes règles dans... Ah bah oui, tiens, je devrais... J'aurais dû avoir mes règles. Ah bah tiens. Et du coup, petit test. Et oui, effectivement, Maëlle était là et c'était ça en fait. Ah. Et ouais, et du coup, c'était chouette. Et puis au niveau de... Tu vois, comme quoi j'étais persuadée que ça pouvait tellement pas arriver que j'ai ce test positif. Je me dis non, c'est pas possible, j'en referai un demain à jeun pour être sûre, parce que la ligne, je la trouvais pas encore trop... Voilà, mais j'en avais jamais vu, j'en avais jamais fait de ma vie. Je débarquais complètement, quoi. Et en fait, en le voyant, non mais c'était pathétique, je l'avais fait dans... J'avais pas pu attendre, j'étais allée chercher le test à la pharmacie dans le centre commercial et j'étais allée directement me disant je le ferai plus tard et j'étais directement allée dans la toilette du centre commercial. C'est vrai. J'adore. Nul. Toute seule. Oh là là. Et après, je me rappelle, je zonais dans ce... Je savais pas où j'habitais. Je disais, attends, si j'ai ça. Et j'étais allée chercher un autre en me disant, mais non, il faut être sûr quand même. Et je le ferai demain, premières urines du matin, je serai sûre de moi, quoi. Et en fait, le lendemain, je dis rien à David quand je rentre. On se couche et on rentre. Et puis le lendemain matin, je me réveille forcément à 5h du mat, bien avant mon réveil habituel. Et je fais directement le test. Et là, je me rends compte que, ah mais oui, là, il y a vraiment la barre. Et comme je dis, c'est un test, il faut le vérifier par la prise de sang. Donc, c'est pas encore vrai. Oui, donc quoi. tu lui as toujours pas dit, là? Non, je dis toujours pas. Je me dis, non, là, on sait jamais. En fait, David, je sais que c'était un truc... lui, c'était un truc vraiment pour lui, devenir papa. Ça faisait longtemps que c'était quelque chose qui l'habitait. Et je savais que le jour où je lui annonçais ça, il fallait pas que je lui annonce après que... Enfin, il aurait été là, bien évidemment, mais... Je me disais, pour lui, c'est vraiment quelque chose qui est... Pas de fausse joie. Quoi. Ouais, j'avais pas envie de lui faire de fausse joie, même si, bien évidemment, il aurait pris ça avec moi. Il aurait jamais été... qu'est-ce que tu me fais ou quoi, mais c'était... j'avais envie que ce soit... que quand je lui le dise, je sois sûre moi aussi, quoi. Bon, après, je sais maintenant que oui, en général, tu fais 2 tests à suivre, ils sont bons. Normalement, c'est un peu sûr quand même, mais... Bref, donc j'appelle une copine qui est infirmière. Je lui dis, putain, il était 6h du mat'. Je lui dis, ouais, je crois que j'ai fait un test là, il paraît positif, mais ouais, tu voudrais pas me faire une prise de sang parce que voilà, elle dit, viens ce midi, et puis comme ça, je pourrais la mettre et tu auras le résultat avant 16h au labo, machin, tout ça. Et du coup, fallait attendre le midi. David qui me dit, tu fais quoi là dans les toilettes, tout ça? Et je lui dis, j'ai mes règles. Voilà, c'est n'importe quoi. D'accord. Donc j'attends le soir même pour être sûre. Et en fait, j'étais au boulot. J'avais pris mon ordinateur, je m'étais mis dans la salle de réunion toute seule en mode faut que je travaille toute seule. Et en fait, j'attendais les résultats.
Et là, je les ai eus. J'ai ma copine qui m'appelle, elle me dit alors, t'as vu tout ça? Et je dis bah oui. Elle dit par contre, ton taux de bêta-HCG, il est dingue. Hein. Normalement, c'est des jumeaux quand c'est comme ça. J'ai commencé à me faire flipper. Je dis mince, ça aurait pas été une mauvaise nouvelle. Mais je me dis oh là là, attends, qu'est-ce que tu me racontes? Et non, en fait, c'était juste oui, j'avais un gros taux de bêta-HCG. Donc ça peut arriver aussi d'avoir un gros taux de bêta-HCG. En fait, il est tout seul. Et puis en fait, tout de suite dans la salle de réunion, moi je suis en mode proactive, on y va, j'appelle qui? Ma gynéco et je prends d'un coup. Non mais la fille qui l'a jamais prise quoi. J'appelle ma gynéco puis je planifie avec elle tous les rendez-vous qu'il y a besoin quoi. En mode ça c'est fait, voilà, faut que je m'occupe en attendant de voir David, j'ai tout à faire. Donc je prends tous les rendez-vous. Et puis après je vais sur Pinterest et je tape comment l'annoncer à David quoi. J'adore Pinterest. Voilà. Trouver des petits trucs mignons, kiki à montrer. Voilà. Et j'ai la chance, mon ancien boulot était pas loin de Maison du Monde à l'époque, donc je suis allée chercher une petite commode avec plein de petits tiroirs. Puis je mis plein de petits indices dedans et je mets ça dans mon coffre. Et là, on va on avait en fait une soirée pour organiser le mariage de nos meilleurs potes. Aurélien et Nadia, s'ils écoutent. Et en fait, on va chez eux, il y avait tout le monde. Et en fait, je rejoignais David après le boulot à cette soirée-là. Entre-temps, j'étais allée à la piscine. J'étais avec une copine d'athlée qui me dit « Ah, on ferait bien cette compète-là. Et là, quand est-ce qu'on fait le prochain footing et tout ça, machin ?» Et là, j'étais « Mais comment je lui dis ?» Parce que là, je vais ralentir, en fait. Et du coup, je lui dis « Bon, écoute, Manon, non, là, on va ralentir un petit peu. » Elle était trop contente. Enfin, c'était une des premières au courant aussi. Et c'était un super moment parce que c'était chouette aussi de partager ça avec elle à ce moment-là. En fait, du coup, David n'était pas la première personne au courant parce que je voulais que ce soit le bon moment en fait. Et je dis voilà, je vais lui dire et tout ça, mais je veux que ce soit. Enfin, vraiment, j'avais envie que ce soit incroyable quoi. Mais enfin, et en fait, arrivé chez nos potes, quand je le vois, je lui dis mais là, je peux plus, je suis obligée de lui dire. Donc je lui dis. Viens, s'il te plaît, viens sortir. Il me dit, mais quoi, attends, là, déjà, on est à la bourre pour parler de l'organisation du mariage. Arrête et tout ça. Je dis, mais si, viens, faut que je te montre un truc. Il me dit, arrête, tu me fais chier, pas maintenant, quoi. Et je dis, mais si, j'ai reçu un cadeau, il faut que je te le montre. Il dit, on peut le regarder après, ça va et tout. Donc, j'étais avec ça. Bon. Puis même lui, dans sa tête, il disait, mais un cadeau de quoi? Qu'est-ce qu'elle me fait? Et en fait, voilà, la soirée se passe et juste après, je pouvais pas attendre d'être à la maison. Il me dit bon tu me montres tout ça et on va. Il faisait nuit quoi. Je ouvre le coffre, je lui montre le petit meuble, il dit c'est quoi et tout. Et je lui dis c'est mes collègues qui m'ont offert ça pour après le mariage. J'invente un truc. Et puis je dis ouvre et tout. Et il ouvre le premier tiroir et il comprend direct quoi. Il fait mais non parce que c'était une petite commode mais ça faisait. Enfin il comprend direct quoi. Et il me fait mais t'es enceinte. Je dis, mais oui. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris la nouvelle. Ah, trop bien. Ouais, tu ne nous l'avais pas raconté dans le premier podcast. C'est vrai, tu vois, je me rappelais plus ce qu'il avait dit ou pas. Mais ouais, non, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis très vite, on l'a partagé avec nos potes qui étaient là. On est remontés, on était trop heureux de partager la nouvelle avec eux. Et tout de suite, on s'est demandé aussi, on a fait, mais attends, on calculait que ça tombe pas l'accouchement au moment du mariage d'eux, quoi, parce que on avait envie d'être là pour eux à leur mariage. Et puis pas de louper ça à nous non plus, quoi. Enfin, voilà, et en fait, ça tombait bien. Parce que là, t'étais à combien de mois, tu sais? Ah ben non, là, j'étais à 15 jours. Ah oui, d'accord. Et toi, 3 semaines, tu vois. Enfin, ce qui est possible de savoir, dès que c'est possible de savoir, quoi. C'était vraiment le tout mois début. Après, tu devais avoir tes règles. Mais j'avais cette insouciance-là. Oui, c'est ce que j'allais dire. T'avais pas peur, tu vois, les 3 mois sous silence? Bah non, rien, en fait. Moi, c'est carrément ça. On le disait à personne. Bah ouais, mais ça m'étonne pas. Parce ça dépend que des gens, en fait. Ça dépend, ouais, voilà. Et c'est après. Moi, j'étais vraiment... à l'ouest, mais c'était bien parce que je pense que j'ai plutôt un tempérament d'hyper-contrôle, je travaille là-dessus d'ailleurs, mais voilà, normalement, je suis très à chercher à savoir les choses, à lire 20 000 trucs, mais alors pour ça, comme c'était vraiment inconnu, j'avais pas eu le temps de me préparer, et en fait, c'était pas plus mal parce que je l'ai pris avec légèreté et insouciance, et je sais après, par expérience, que c'était un petit luxe, d'être assez légère là-dessus, et puis en fait, très vite, je me suis aussi dit, en fait, les personnes qui partagent notre vie au quotidien, s'il devait arriver quelque chose, en fait, on leur partagerait aussi des mauvaises nouvelles. Donc, il y a pas de raison qu'ils nous entourent pas dans des bonnes nouvelles comme dans des mauvaises, quoi. Donc, de toute façon, on leur aurait dit.
Ça changeait pas Non, grand-chose. ça changeait pas grand-chose. Et alors, pendant cette grossesse, comment tu l'as vécue? Est-ce que tu t'es préparée ou pas du tout? Tu t'es laissée porter aussi? Alors du coup, là, comme on l'a entendu, je suis rentrée en mode très active, hein, direct dès que j'ai su, fallait que je prenne les rendez-vous. Tout ça, je voulais être sûre de pas passer à côté de quelque chose d'important. Mais après, pour le reste, oui, j'ai pas cherché. Enfin, voilà, je savais que c'était important voilà, qu'il fallait se faire suivre, qu'il y avait des échos. Enfin, je me souvenais, donc j'ai très vite été acheter des bouquins quand même. Mais c'est fou l'évolution, c'est qu'il y a du coup Maëlle a 4 ans et demi. Il y a 5 ans, quoi, quand j'étais enceinte, il y avait pas autant de choses que maintenant. Ou alors il y avait des choses, mais qui n'étaient pas forcément accessibles partout. Il fallait vraiment aller chercher, je pense, pour avoir des bons ouvrages, enfin des bons. Je veux pas juger certains ouvrages par rapport à d'autres, mais des ouvrages en tout cas moi qui m'auraient correspondu, qui m'auraient parlé aujourd'hui, je les avais pas devant moi. Donc j'ai acheté le fameux bouquin qui t'explique mois par mois où t'en es, dans la norme, dans le truc, voilà, tu accoucheras de telle manière, il se passera ça, et puis point quoi. C'était vraiment pas très ouvert finalement, mais ça me donnait quand même les bases, comment évolue bébé mois par mois, c'était déjà pas mal. Et puis, t'avais quand même les trucs de base à savoir. Enfin, voilà, c'était. Avec le recul, ça te correspondait pas par rapport aux autres grossesses? Oui, voilà. Ouais. Mais déjà, j'avais des petites choses qui me disaient. Enfin, voilà, j'ai pas de regrets parce que ça a été une super expérience aussi de faire les choses un peu classiques. Enfin, voilà, c'est pas parce que c'était classique que ça me correspondait à ce moment-là et c'était super, quoi. Mais après coup, quand même, j'avais eu le tout petit regret de ne pas avoir pu choisir d'autres façons de faire, ou juste, même ça aurait pu être ce choix-là qui aurait été le mien, mais de ne pas avoir su qu'il y avait d'autres possibilités pour avoir ce choix-là fait. Après, tout s'est très bien passé. Est-ce que tu as fait une préparation à la naissance? Oui, ouais, on a fait vraiment la prépa à la naissance classique, quoi, tu sais, où tu vois la sage-femme tous les mois en petits groupes. Et puis on était juste avant le Covid, donc c'était encore le classique d'avant, on va dire. Voilà, la prépa où tu vois plein de choses. Mais j'avais quand même... moi, j'étais à la Sagesse, donc à Rennes, et des super sages-femmes très ouvertes et qui sèment des graines quand même de vous pouvez vous mettre un peu sur le côté, on n'est pas obligé de prendre l'apéri tout de suite. Enfin, voilà, ou si vous voulez l'apéri tout de suite, c'est OK. Enfin, il y avait, enfin vraiment, mais tu restes quand même focus dans ton truc de ce que tu as entendu tout le temps. L'accouchement, c'était, je sais pas, j'avais un truc où je me disais, j'aimerais bien sentir ce qui se passe dans mon corps. Voilà, j'avais déjà un petit truc d'avoir envie d'être curieuse. Je me disais, ça doit être incroyable d'accoucher sans péri. Et j'en parle à ma gynéco de l'époque qui allait prendre sa retraite et qui se disait que je pense il fallait, pour un premier bébé, ne pas trop se poser de questions et faire confiance au corps médical et point. Enfin, et oui, et par contre, je suis totalement d'accord, c'est super de faire confiance au corps médical, mais je pense aussi qu'il y a des fois où il faut se faire confiance à soi, quoi. Du coup, je lui parle je dis, j'ai vu qu'il y avait une maison de naissance à Rennes, à la Sagesse, justement, ça me plairait bien. Elle dit, et elle a eu ces mots, elle dit, pas pour un premier bébé, n'importe quoi. Vous allez... non, 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 ça va être trop dur, vraiment. Non, mais faites pas ça. Et voilà. Et en fait, ouais, elle me dit direct ça, elle casse un peu mon truc. Et presque moi, en petite enfant, oui, elle a raison, je suis conne, quoi. Oui, ça doit être trop dur. Enfin, oui, c'est réservé à celles qu'on a déjà eues, c'est pas pour moi, quoi. Voilà. Enfin, c'était acté, c'était fini. L'ouverture que j'aurais pu avoir en disant ça, bah, s'est cassée d'un coup et j'ai pas été chercher plus loin. On m'a un peu gentiment remis à la place en mode, on sait, fais confiance. C'est pour ça que je dis, oui, c'est bien d'être accompagné, c'est bien de faire confiance, mais c'est bien aussi d'aller chercher ailleurs des petites choses où... Et maintenant, il existe beaucoup plus de choses accessibles aussi pour connaître les différentes manières de faire, quoi. Et les professionnels sont de plus en plus ouverts aussi. Oui, ouais. Parce qu'en effet, moi j'ai accouché comme toi il y a quelques années et on en parlait moins. Oui. Et les professionnels étaient plus dans la norme, tu auras la péri, puis plus ou moins dosé si tu veux. Oui, c'est ça. Mais voilà. Ouais. Ah ouais, non, mais carrément. Donc Maëlle est arrivée, accouchement sous péridurale. Ouais, voilà, le classique, il est arrivé à terme, 2-3 jours avant, quoi. Attendu avec impatience, les contractions qui te réveillent en fin de nuit, donc trop cool, t'as pas eu une nuit blanche pour commencer, donc ça c'était pas mal. Et puis tu vois tranquillement, le bouchon de gueule, enfin voilà, les petits détails. Ah ouais, là, hop, après tu sens les contractions qui commencent à être un peu différentes de d'habitude. Tu te dis, on va peut-être mettre
le sac allongé. Bon, par contre, dans la prépa, oui, la chambre était faite depuis qu'il avait 5 mois. La valise de maternité tout était booké. Enfin, ça, il y avait... Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire des choses, de la couture, du machin. Enfin, ça, c'était... J'étais trop contente de préparer tout ça. Je suis très manuelle, illustratrice, donc forcément, j'aime aussi les choses manuelles. Et voilà, donc ça, c'était un plaisir de faire ça. Donc, tout était prêt. Donc, en fait, très vite, avec David, on s'est dit, bon, on y va. Go la mater, on les a appelés. Et puis, effectivement, là, le travail était lancé, monitoring. J'arrive... et en fait, j'avais fait un peu de ballon à la maison parce que on avait été bien briefés en mode tant que c'est pas trop régulier, tout ce qui peut être fait à la maison dans votre cocon, faites-le. Enfin voilà, donc ça c'était bien acté. Et en fait, je suis arrivée, et j'étais à 6-7 déjà. Et ouais, j'avais vraiment bien respiré. Enfin voilà, et c'est là où je me disais on n'est pas loin quand même. Tu sais, sur le papier, même si ça veut rien dire parce que tu peux être à 1 pendant des heures et puis d'un coup tu passes à 10 d'un coup. Enfin, chaque corps est différent, donc il faut pas trop se fier à ça, je pense. Enfin voilà, chaque situation est différente, mais moi en tout cas là, je me disais tiens, et je sais pas, ça me revient le projet que j'avais eu de maison de naissance, me dit ça aurait pu être bien en fait. Là, je me sens bien en fait. Et puis, très vite, on me dit, il y a quand même des contractions qui commencent à faire mal. On se fait ausculter quand même plusieurs fois. On doit réexpliquer des choses à des professionnels. On n'est pas dans un cadre qui fait qu'on se détende vraiment. Donc, je me rappelle avoir un peu mal et on me dit, si vous voulez la péri, on peut, enfin, vraiment, quoi. Donc, c'est plutôt maintenant. Et là, je me dis, oui, on va pas prendre de risques, quoi. Un peu la peur, en fait, de ce qui va se passer après. Parce qu'on se dit, putain, si on a 7000 ouvertures, est-ce qu'on va le... Oh là là. Donc oui, et puis... alors, par contre, ça, c'était un moment pas agréable, j'avais trouvé, parce qu'on doit canaliser ses propres contractions au moment où on nous la met. Et ça, je me rappelle que j'avais pas passé un bon moment. Et puis, par contre, alors, moi, je suis contente quand même d'avoir eu cette péri une fois dans ma vie, parce que juste après, on te la met, là. Mais la décharge de... j'avais l'impression d'être... Je sais pas c'est quoi la drogue qu'on m'a mis, mais j'étais complètement cuit les petits oiseaux, la vie est belle, tout va bien. On est dans le meilleur des mondes, je vais rencontrer mon bébé, waouh. Alors j'ai une sage-femme que j'adore, qui m'a suivie pour Gabriel et un peu pour Agathe aussi, qui m'a dit, mais non, ça c'était l'ocytocine. Je dis, quand même, quand la douleur s'arrête, on la kiffe bien à ce moment-là, l'ocytocine, naturelle, je veux dire. Et en fait, là, en fait, du coup, c'était un peu plus timé. On nous a dit, là, il reste 2 heures à peu près, je pense, avant que le bébé arrive. Donc, en fait, j'ai quasiment dormi. On était tranquille avec David dans notre bulle. Et puis, voilà. Après, quand la poche a éclaté, c'était le moment de pousser. Puis Maëlle est née. Et alors ? C'était ouf, hein. Franchement, c'est la première fois que tu deviens maman, ça te marque à vie, quoi. Et puis, tu vois, on te le met contre toi. Enfin, Maëlle, en plus, c'était un bébé bien potelé, 4 kilos quasiment. Donc, vraiment, le bébé qui te fait pas du tout de la peine, quoi. Il s'est jeté sur le sein tout seul. C'est incroyable, ça, pour ça. Oui, c'était un projet pour toi. Ouais, c'était un projet. Enfin, je me suis pas posé de questions sur l'allaitement. Pour moi, peut-être parce que j'avais été allaitée, que pour moi, je trouvais ça aussi très parlé beau. Avec ta mère à l'époque. À l'époque, j'en ai parlé avec ma mère un petit peu de ce que moi j'avais eu, effectivement. Ça aurait pu être quelque chose de... Voilà, n'ayant pas ma maman près de moi qui m'explique comment ça marche, ça aurait pu être... Mais non, ça me paraissait naturel. Je trouvais ça très beau aussi, les femmes qui allaitaient. J'ai toujours trouvé ça magnifique. Mais je trouve ça magnifique aussi, des femmes qui nourrissent leur bébé avec les biberons. Mais je sais pas, j'avais envie d'essayer. Ouais, c'était naturel. Ouais, c'était naturel. Et puis surtout, j'avais un bébé pour qui c'était naturel de le faire. Et ça joue énormément. C'est-à-dire que ça n'a pas été compliqué, la mise au sein. Après, faut pas se cacher que c'est raide, la mise en place de l'allaitement, quand même, je trouve. Faut quand même s'accrocher. On n'a pas les tétons qui sont sollicités et d'un coup, ils sont sollicités tout le temps. Mais elle est restée plus de 3 heures direct en peau à peau à juste téter. Ah ouais? Ah ouais, c'est incroyable. Le goulu, il n'a pas perdu 1 gramme. Non, mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça. Il n'avait pas perdu de poids du tout. Il a directement pris le poids parce qu'il est resté collé au sein tout le temps. Enfin, après, j'imagine peut-être que si, mais entre le moment où ils l'ont pesé et le moment où ils l'ont repesé d'après, il n'avait pas perdu de poids. Il était déjà en train de reprendre. Donc, voilà, c'était beaucoup plus... C'est des conditions qui étaient super simples pour mettre ça en place, quoi. Donc, là-dessus, il n'y a pas eu de souci, quoi. Mais après, il fallait s'accrocher entre les petits...
Ouais, les tétons, pour moi, en tout cas, ils n'étaient pas prêts à recevoir Autant de félicitations. autant de sollicitations d'un coup. Hein, ça, il fallait s'accrocher un peu. Là, j'ai ma petite sœur qui vient d'avoir un bébé et ça me fait revivre ça un peu à travers elle. Je dis, ah, mais oui, c'est vrai. Ah oui, je me souviens quand elle me raconte, là, c'est son premier. Donc, je suis là, ah, mais oui, 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 ça fait mal. T'as raison, c'est un mois un peu raide. Et puis après, tu vas voir, ça va aller mieux. Mais voilà. Oui, des fois, il faut s'accrocher un peu. Ouais, il fallait s'accrocher un peu pour le. Mais après, une fois que c'est mis en place, pour mon cas, c'était vraiment du bonheur. Vraiment. Ouais. Et après, la vie à 3, alors? La vie à 3, c'était chouette. Alors, moi, j'ai quand même trouvé ça. Alors, pareil, dans le côté, on se pose pas de questions. C'est avec du recul que j'ai trouvé ça finalement un peu raide. C'est que j'étais la tête dans le guidon. Voilà, on était avant le confinement. Alors, je sais pas comment c'était vraiment avant non plus, mais les visites directes à la mater, en fait, et en même temps, toi, moi, je sais que, je dis toi, je dis David et moi, quoi. En fait, on avait très envie, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, mais là, en tout cas, nous, on avait trop envie de le montrer à tout le monde aussi. On n'avait pas envie d'attendre. Puis c'était comme ça, donc en fait, tu te fais ce scénario-là de quand il viendra d'arriver, on pourra le montrer, ce sera génial, et voilà. Donc il y a eu beaucoup de monde à venir à la maternité le voir. Nous voir. Mais tu vois, tu as ce truc de, du coup, t'es pas dans ta bulle. Alors que je peux comparer avec Gabriel ou Agathe, on est resté dans notre bulle. Je restais les seins à l'air parce qu'ils gonflent, parce que voilà, et ça, tu peux pas le faire quand t'as du monde qui arrive. Enfin, bon, voilà. Et pas de maman. Non, hein, voilà. Là, tu t'en fiches et c'est beaucoup plus. Là, il faut se rhabiller. Enfin, tu vois, tu te permets pas à ton corps de se remettre pareil, je trouve. On te demande de directement aller bien. Tu te laisses pas le temps de juste aller à ton rythme. Et c'est après coup, en comparant, que je me dis, ah ouais, là, je m'étais infligé quand même un truc. Je l'ai pas mal vécu, mais je me rappelle être très fatiguée et un petit peu seule. Après, ça s'explique peut-être pour d'autres choses aussi, ce sentiment de solitude. Mais après, on était sur un bébé d'été, qui est né en mai. Donc très vite, c'était les beaux jours, il y avait les mariages, tout ça. Donc en fait, on était aussi portés par ça. On était les premiers dans la bande de potes. Enfin, pas tout à fait les premiers, mais dans les premiers en tout cas. Et en fait, il y avait plein de monde qui était aux petits soins aussi d'une certaine manière. Voilà, tout le monde n'avait pas les codes d'apporter des plats ou des machins, mais tout le monde était super. Waouh, un bébé, quoi. Tout le monde avait envie de le prendre. Enfin, c'était chouette aussi. Je suis très heureuse d'avoir connu ce truc un peu aussi d'avoir des gens en fait dispo autour pour être là, pour venir voir. Enfin, je me suis pas sentie seule sur ce plan-là. Après, seule pour d'autres points peut-être. Mais tu veux développer ou peut-être. Enfin, ouais, je me rends compte que c'était voilà, j'avais pas ma maman en devenant maman. C'est un truc quand même qui est particulier. Hein. C'était ouais, maman, elle me manque tout le temps bien évidemment, mais elle m'a manqué particulièrement à ce moment-là parce qu'en fait, quand on devient maman. C'est un tsunami, c'est un bouleversement de fou et d'un coup on se dit ça te renvoie à la petite fille que t'étais quoi. Et alors tout ce que t'as pas guéri, tu te les manges quoi d'un coup. Et il faut les travailler quoi. Et en fait t'es pas forcément prêt à ça et ça arrive à un moment où t'es hyper vulnérable, où t'es très fatigué et du coup faut les prendre quoi. Et puis il faut décortiquer et puis, tu as tes souvenirs à toi, ça te renvoie à ta propre maternité et ta propre enfance. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle me dirait? Puis, tu idéalises aussi. Tu te dis, tiens, si elle aurait fait bien, elle m'aurait... Et puis, tu idéalises son rôle aussi. Tu te dis, tiens, si elle avait été là, elle m'aurait pris dans ses bras à ce moment-là. Et puis, elle aurait été fière. Et puis ça, elle m'aurait guidée. Et puis, maman, elle faisait beaucoup de couture. Elle lui aurait fait des petits vêtements. Elle aurait été là pour lui faire des petits... Ouais, elle aurait été là, quoi, tu vois. Et du coup, gros manque d'un coup qui se fait ressentir quand même, mais que j'enfouis un peu à ce moment-là, quoi. Que je me dis, bon, allez, là, on y va, ça bouge, ça tourne, on profite, j'ai un bébé, j'ai mon mari, tout est génial, on avance, quoi. Et ce manque ou ce que tu as enfoui est ressorti? Ouais, c'est toujours, ça ressort toujours un peu. Et même, je pense que, tu vois, j'aurais encore des choses un peu à travailler, je pense. Tu vois, je pense que j'arrive à garder... j'arrive à me trouver des moments où ça peut sortir un peu. Mais oui, c'est toujours là, quelque part. Je pense que c'est une blessure qui reste. Mais à chaque maternité, ça c'est revenu. Après, j'ai toujours réussi à sortir les émotions quand même au fur et à mesure. J'ai toujours eu des personnes aussi à qui je pouvais potentiellement en parler. Je me suis jamais privée d'en parler.
Et puis, il y a beaucoup de choses aussi qui m'ont fait du bien, notamment parce qu'à ce moment-là, j'étais pas encore illustratrice. J'étais encore salariée dans une boîte et mon boulot de base m'a plu, me plaisait vraiment, mais de devenir maman et revenir au travail après, j'avais plus l'envie et plus aussi le même temps à dédier à mon boulot. Pas la même passion, la part de créativité que j'avais dans mon ancien travail, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup moins parce que c'est comme ça, la vie d'entreprise. Je m'épanouissais plus, j'étais plus forcément en phase, je pense, avec ce travail-là qui a pris une part très commerciale et qui me convenait moins, je pense. Et du coup, je retrouvais plus la créativité que je retrouvais en étant en congé mat, déjà, parce que tout le corps est créatif de fou quand t'es enceinte, quoi. En tout cas, moi, ça me faisait ça. J'étais très épanouie et très créative enceinte. Je me suis remise à dessiner pour Maëlle des affiches pour sa chambre, son faire-part de naissance. Et en fait, ça m'a fait tilt en mode, mais c'est trop bien, ça te fait trop du bien de faire ça. Donc, faut continuer. Et quand je suis revenue, il y a eu vraiment déjà ce truc de laisser. Ça fait du bien aussi pour son équilibre d'avoir des moments pour soi, des moments. Moi, je sais que j'aurais pas pu m'évanouir en étant que avec mon bébé tout le temps. J'avais besoin de reprendre le travail, pas direct, tu vois, de le reprendre à 3 mois et demi, 4 mois, c'était trop tôt pour moi. J'aurais bien aimé avoir plus de temps et puis au bout d'un moment, oui, reprendre l'activité pro, mais. Du coup, j'avais pas anticipé ça non plus. T'as replaqué combien de mois ? Ouais, 3 mois et demi, 4 mois en mettant des congés. Que j'avais réussi à me faire un petit peu arrêter pour l'allaitement, tu vois, en déguisant ça un petit peu, mais j'avais réussi à gratter un petit peu. Mais même en grattant un peu, t'arrives à 3 mois et demi, quoi. Parce que normalement, c'est 2 mois et demi, c'est incroyable. On va pas. Je pense que ça peut être le débat de beaucoup de choses. Mais c'est sûr. C'est un truc de fou, quand même, de demander ça. Alors, quand c'est une volonté des femmes, mais oui, mais tant mieux. Mais quand ton choix, c'est d'allaiter ton bébé à ce moment-là, pour ma part, c'était trop, en fait. Et puis de revenir et de pas me sentir à ma place niveau pro. Là, tu vois, j'ai senti que j'avais besoin qu'on me prenne la main et je me suis sentie vraiment seule. Seule, vraiment toute seule avec ce que je ressentais. J'ai toujours été très entourée, mais seule avec ce que je ressentais, en tout cas. Et là, je me suis dit, je suis plus à ma place et il va falloir trouver pour changer. Mais quoi. Donc, c'est fou comment la maternité peut te révéler des choses et te donner aussi, après, de la force pour modifier ça. Mais là, je voyais pas trop d'issue. Donc, à ce moment-là, c'était un peu raide, ouais. Puis je voyais pas, quand je revenais, je voyais pas assez Maëlle à mon goût. Entre l'heure à laquelle t'es censé partir, et puis on était quand même dans un contexte où ça se fait pas de partir même juste à l'heure. Le présentéisme, j'en parlais. Ah la vache, c'est un truc de fou, ça. Bon, le travail, c'est pas ce qui t'épanouissait. Non. Vous vouliez un deuxième, parce qu'ils sont quand même assez rapprochés, tes 3 enfants. Ouais, là, carrément. Non, mais là aussi, où je me suis rendu compte que le travail ne m'épanouissait plus du tout, c'est que très vite, il y a eu le confinement. Et normalement, c'est pas une bonne nouvelle. Pour moi, c'était une super nouvelle. C'est-à-dire que là, on avait du temps pour être avec notre bébé avec lequel j'étais hyper frustrée de ne pas passer assez de temps. Je me revois déposer Maëlle le matin à la nounou et des fois me trouver des excuses pour rester, boire un café avec elle et rester avec elle. Je me revois ne pas avoir envie de partir, quoi, de juste... Et parce que je savais que quand je reviendrais, je finissais à 18h au nord de... Bref, il y avait de la route, quasiment 1 heure avec les bouchons. Donc, tu pars à 18h, tu arrives à 19h. Bon, il mange, bisous du soir. Et puis, tu fais le bain si t'as le temps. Ouais, mais en général, comme c'était plutôt... moi, je l'emmenais le matin et c'était à ce moment-là David qui allait le chercher le soir. J'étais très, très... beaucoup de frustration, tu vois. C'était... Et puis, d'avoir le sentiment de passer à côté de plein de choses. T'as plus de temps pour toi parce que quand t'es là, tu veux être avec ton bébé. T'as plus de temps. T'es pas à 100% épanoui dans ton taf. T'es pas, vraiment. Il fallait faire quelque chose. Donc, le confinement arrive. Meilleure nouvelle du monde pour moi, alors que c'était la mauvaise nouvelle du monde, clairement. Mais avec David, trop heureux de profiter de notre petit bébé, de le voir grandir. On fait plein de trucs avec lui. On a du temps pour nous. On fait tous nos projets perso qu'on a envie de faire. Agrandir la maison. Moi, j'ai du temps pour créer. C'était trop bien. Trop, trop bien. Et puis, du coup, on se dit, là, dans ce contexte-là, notre petit deuxième qu'on veut rapprocher, est-ce qu'on le ferait pas, hein? Là, on était tous les deux complètement 100% d'accord.
Et puis, beaucoup de choses. Pareil, on se dit, on va s'y mettre parce que ça peut prendre du temps. Il n'y a pas 2 fois la même chose. Ouais, mais si, on a eu vraiment très gâté, ce que ça a pris direct. Et du coup, là, ça fait presque peur. On dit, putain, 1 an et demi. Oh la vache. Ah oui, là, ils vont être approchés quand même. On se dit aussi que c'est cool, c'est un joli cadeau qu'on leur fait d'être proches. On se sent de... Voilà, on a Mel qui était un bébé aussi... qui dormait bien. Enfin, je l'ai allaité à peu près 5 mois. Je pense pas que ça soit en lien, mais en tout cas, il a fait ses nuits à peu près à partir de 5 mois. Peut-être parce que dans ma tête, t'étais peut-être libérée. J'étais libérée aussi. Je me disais, je l'allaite plus, c'est plus moi. Enfin voilà, je suis OK du coup ça va plus être moi qui va répondre forcément à ses besoins. Puis un bébé du coup qui se dit, c'est plus avec maman que je vais me consoler dans les bras, parce qu'il y a ça aussi avec l'allaitement. Mais c'est des besoins qu'ils ont, c'est bien aussi. Bon, bref, en tout cas, voilà, on se dit, on a un bébé qui dort bien, qui fait de très bonnes siestes aussi. C'est-à-dire que Maëlle, c'était quand même 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi de sieste. J'ai jamais eu ça sur les 3. Ouais, non, mais voilà. Nous, on n'a eu que celui-là. Mais on a commencé par le bébé, du coup, qui nous a donné envie d'en faire très vite d'autres, quoi. Parce que Gabriel, un jour peut-être s'il écoute, il n'y a pas de problème, chaque enfant est différent, mais sur les nuits, vache. Martin, il sait. On lui a expliqué qu'il ne dormait pas beaucoup. Ouais, mais c'est toujours le cas, nous. La différence entre les deux, là où Maël, à 4 ans et demi, il a besoin d'une sieste, Gabriel ne va pas en faire et c'est OK. Et... c'est pas du tout les mêmes. C'est fou. C'est rigolo. Mais tant mieux qu'il soit différent. Mais voilà, donc très vite, on décide de faire notre deuxième petit Gabriel. Du coup, on ne savait pas que ce serait Gabriel, bien évidemment. Mais c'est parti, ça prend direct. On a de la chance, donc toujours dans le confinement. Et là, par contre, je lis plein de choses. Il y a les BD de Lucille Gomez qui sortent, La naissance en BD. Il y a le 4e trimestre de Julia Simon aussi. Et il commence à y avoir plein de choses qui se passent, des podcasts, plein de trucs. Mais ça, c'est ouf parce qu'il y a quand même 1 an et demi entre les 2 enfants. Et des livres sur le postpartum qui commencent à apparaître. Il n'y en avait pas un seul pour Maëlle, ou alors bien caché, quoi. Je commence aussi à écouter des choses sur Michel Audin, des personnes comme ça qui parlent de la naissance un peu autrement, des maisons de naissance, même des naissances, pourquoi pas à la maison. Du coup, je m'ouvre un petit peu à d'autres choses. Et puis, j'ai en mémoire le fait que j'ai senti que mon corps savait faire. Et là, tout de suite, je me dis, non, là, par contre, ce sera un projet différent. Et en fait, très vite, j'appelle directement parenthèse pour dire est-ce que vous aurez une petite place? Oui, normalement, ça le fait, mais vous avez déjà fait votre écho? Ah non, mais on m'a dit qu'il fallait réserver très vite pour cette maison de naissance, donc je me permets d'appeler avant. Ils m'ont dit normalement, par rapport à votre période dans le mois, dès que vous avez fait votre écho, vous venez direct et ça devrait le faire. Et puis oui, j'ai eu de la chance, ça l'a fait. J'ai eu ma petite place. C'est top. Ouais, ça c'était vraiment top. Et alors là, le suivi magique. T'as été suivie par les sages-femmes de la sagesse aussi? Ouais, de la sagesse au sein de parenthèse du coup de la maison de naissance. Donc il y avait des sages-femmes qui étaient uniquement à parenthèse et des sages-femmes qui étaient sur la filière classique et la filière du coup maison de naissance. Et là, des femmes incroyables. Je pourrais dire plein de prénoms, mais elles sont toute une équipe vraiment au top. Et puis, en fait, c'est beaucoup plus qu'un... ça m'émeut même d'y repenser, parce que c'est un accompagnement qui va au-delà, en fait. Tu vois, pour Gabriel comme pour Agathe, j'ai jamais eu d'auscultation. J'en avais pas besoin. S'il y a besoin, bien évidemment, c'est là pour ça. Mais j'ai pas eu il n'y avait pas besoin de m'ausculter autre que juste faire un petit monito de temps en temps, les 3 échos classiques et de regarder aussi si le cœur allait bien. Mais par contre, à chaque fois, on passait 1 heure à 1 heure et demie de parler de comment moi j'allais, quoi. Et ça, c'est fou, mais ça fait cheminer énormément. Et pour la naissance de Gabriel, moi, il n'y a pas eu que Gabriel qui est né à ce moment-là. Il y a aussi beaucoup de moi, quoi. J'ai pu beaucoup, beaucoup parler avec les filles justement du manque de ma maman, de la maternité sans elle. Là-dessus, elles ont été d'une aide précieuse, quoi, parce que c'était un moment où j'avais besoin de parler de ça, où je me posais plein de questions aussi sur ma reconversion professionnelle. Et c'était en fait tellement une préparation au niveau du corps qui était une approche différente, parce que faut avoir conscience quand même qu'on prépare son corps à gérer une douleur, quoi. C'est pas de la souffrance du tout, hein. Il y en a qui disent on va pas parler de douleur, on va parler de vagues, d'intensité. Et c'est très bien d'ailleurs de mettre d'autres mots pour. Mais je suis d'accord avec toi, pour l'avoir vécu aussi. Ouais. Je trouve que c'est pas une.
C'est une préparation qui est différente, quoi. T'as mis le mot douleur et je sais pas, t'as dit un autre mot avant. Intensité, des vagues. Enfin, voilà. En tout cas, on te prépare à les gérer parce que voilà, il va falloir les gérer quand même. Et du coup, forcément, on te demande de visualiser des choses dans ton corps. Il y avait, même les prépas avec en groupe qu'on pouvait avoir, c'était ça. Il y avait de la méditation. On allait dans les chambres, on allait forcément accoucher dans ces chambres-là. Pour s'imprégner du lieu, on était... puis il y avait plein de mots, plein de douceur dans l'accompagnement qui était commun d'ailleurs à toutes les sages-femmes qui étaient là. Et il y avait, je sais pas, un truc de sororité un peu qui était très puissant et que j'avais pas avant, que je voyais pas avant là-dedans. Et là, il y avait vraiment un truc où je me connectais vraiment à mon corps, à mon bébé et ça allait plus loin que juste préparer l'arrivée d'un bébé. Je me préparais psychologiquement aussi à son accueil. Je savais, après d'être passée aussi par là, tu sais ce qui va t'attendre, donc tu prépares ça différemment. Tu sais que c'est quelque chose d'émotionnellement d'énorme, et du coup, tu te prépares à tout ça. Et c'est là où j'ai eu envie, du coup, de visualiser mon bébé dans moi. Enfin, je sais pas, j'avais besoin de me connecter avec lui, et j'ai commencé à dessiner des choses autour de la maternité, à le dessiner dans mon ventre, toutes les postures, parce que les sages-femmes, elles nous donnaient, mais c'était une mine d'or, tout ce qu'elles nous donnaient comme exercice, comme posture de yoga. Enfin, en fait, à chaque séance, on avait beaucoup d'informations. Et moi, j'étais frustrée de ne pas les avoir dans un petit recueil pour les ressortir au moment venu. Et du coup, après les séances, j'ai commencé à dessiner, à faire des petits croquis autour de ça. Et en fait, je m'étais fait une petite page Instagram où j'avais montré justement les faire-part de Maëlle, ce genre de choses. Et je commence à partager dessus les dessins que je faisais. Et je me dis, je vais m'en faire un petit recueil. Et des femmes qui me disent, ah, mais nous aussi, on aimerait bien avoir ça. Comment ça se passe? Vous les vendez? Et je fais, oui, c'est vrai, ça pourrait peut-être servir à d'autres. Et puis voilà, en fait, c'est né comme ça. J'ai commencé à faire des aquarelles sur ça. Et je me revois à une séance avec Stéphanie, notamment, à la Sarchès, où elle me dit, mais fais des aquarelles que tu fais pour toi, montre-les et fais-en des choses parce que ça peut plaire à d'autres femmes. Et puis, en fait, c'est né comme ça, en fait. Après, donc Marie N passionnément, c'est ma page d'illustratrice. Mais c'est né comme ça. C'est venu parce que j'avais besoin de montrer ce qui se passait dans mon corps et de le visualiser et puis de préparer, toujours dans ce truc un peu d'hyper-contrôle où voilà, je me disais, tout ce qu'on me dit là, il faut que je puisse l'avoir avec moi le jour J, il faut que je puisse les afficher partout autour de moi le jour J. Il faut que David il ait les postures à m'indiquer si moi je suis totalement perdue. Enfin voilà, un peu dans ce truc de voilà, il faut que je garde une trace de tout ça. Non mais tu vois, ça s'est fait naturellement, complètement naturellement. Et puis... Et ça a été vraiment une révélation de dessiner autour de ce thème-là. Et puis de voir qu'il y avait des besoins. Et puis même moi, de sentir que je pouvais apporter des choses aussi, par la sensibilité que j'ai au crayon, que ça pouvait parler à d'autres. C'était hyper valorisant pour moi aussi. Je me sentais à ma place, quoi. Et ça, je l'avais jamais eu avant, en fait. Et c'était chouette. Et c'était dingue de faire ça avec Gabriel, avec moi, quoi. Donc ça, c'était incroyable. Donc c'est là où changement de vie pendant la grossesse. Ouais, et là, en fait, j'ai su que je ne retournerais pas à mon ancien travail. Ou très peu. Que si je pouvais, j'y retournerais pas. Quoi. Je savais que j'étais plus à la bonne place, que je voulais plus... je me laissais encore le temps, hein. J'avais peur, clairement, parce que c'est dur de se lancer dans un métier... surtout artistique, et ça fait peur. Ça fait peur, et heureusement... je vais quand même passer le concours d'instit à côté. On disait ça tout à l'heure avant de commencer le podcast, mais ça m'a rassurée de me dire je peux peut-être faire ça au cas où, tu vois. On sait jamais. Je vais faire ça à côté, et puis en fait, j'ai pas eu besoin de. Bon, de toute façon, j'ai eu les écrits mais pas les oraux, donc comme ça c'était. Bon, après, t'as du talent, donc bon. Ouais, bon, j'étais pas sereine. Hein. Je comprends totalement. Mais voilà, après, en fait, petit à petit, j'ai eu cette chance-là d'avoir quand même les réseaux sociaux où je partageais facilement. C'était pas une corvée pour moi de le faire. J'ai toujours aimé ça, partager, transmettre. Laisser une trace aussi. Je pense que ça joue énormément. C'est important pour moi. Et du coup, il y avait ce truc qui était là. Et du coup, j'étais portée aussi par les gens et beaucoup de femmes surtout, qui me disaient ce qu'elles aimaient, moi, en général, elles me disaient pas, mais tu le sens. Hein. Ouais. Voilà ce qui leur parlait, en tout cas, pour creuser sur ces choses-là. Et en fait, c'est presque collectif. Moi, ça n'avancerait pas si les gens me disaient pas ce qu'ils aimaient, s'il y avait pas des commandes, s'il y avait pas... Et puis, nourrit aussi des témoignages des gens, parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a des choses qui font écho en toi, mais si tu les as pas forcément vécues. Il y a plein de sujets que, je pense que
les femmes entre nous avec ce truc, enfin, et les hommes aussi, bien évidemment, mais quand même, autour de la maternité, on est vraiment capable de se mettre à la place des unes des autres. Il y a toujours quelque chose dans l'histoire des unes des autres qui résonne dans nos propres histoires en général. C'est-à-dire que même si je vis pas ça, je peux me mettre à la place, je peux, voilà. Même sans la maternité, d'ailleurs, je parle de la maternité parce que moi, ça a été un révélateur, mais j'ai plein de femmes autour de moi qui s'épanouissent pas du tout dans la maternité, que c'est un choix et elles sont incroyables et très sensibles et elles arrivent vraiment à se mettre à ma place dans la parentalité aussi d'ailleurs et c'est des vraies ressources au quotidien, vraiment, pour moi. Et donc, je pense que c'est... Même d'ailleurs, je me dis, elles ont un truc en plus parce qu'elles n'ont pas besoin de la maternité pour ça. Mais vraiment, je crois qu'on est vraiment capable de se mettre les unes à la place des autres. Et donc voilà, il y a des sujets aussi qui alimentent... par exemple... je pense à la césarienne, mais ça, c'est un truc que j'ai eu à cœur d'illustrer parce que y a eu une femme qui m'a dit ah ouais, c'est super vos illustrations, mais moi, je m'y retrouve pas. Je n'ai pas vraiment accouché, j'ai eu une césarienne. Et ça m'a fait un choc. Je me suis dit, mais si elle a accouché, mais bien sûr que si. Mais après, je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est pas assez représenté, on n'en parle pas assez. Et des femmes qui sont passées par la césarienne, c'est pas normal que ça puisse pas être... Alors, il y a des femmes qui le vivent trop bien, et voilà, mais il y a aussi celles qui l'ont pas bien vécu, et ça, je trouvais ça dommage, quoi. Et parce que c'était pas forcément mis en avant autant, et surtout, moi, je me suis dit, ben ouais, mais toi, Marie, si t'avais eu une césarienne, est-ce que t'aurais été prête, en fait? Est-ce que t'avais fait des choix, pareil? Enfin, parce que j'avais préparé mon accouchement physio, et ça s'est passé comme j'avais prévu, mais c'est même dans beaucoup de cas, ça se passe pas comme prévu, et... Enfin, ça se passe jamais vraiment comme prévu, mais dans les grandes lignes, en tout cas. Et je me disais, mais je l'aurais jamais préparé, en fait. Alors qu'on peut peut-être, au cas où, se dire que c'est possible. Ah, moi, je l'avais préparé, tu vois. Ouais, mais ça, c'est génial. Mais c'est pas et donc, tout je l'ai bien vécu. Mais en effet. Ah, mais c'est bien. Mais toutes les femmes ne le préparent pas, se le mettent pas dans le projet de naissance. Voilà. Et ça, je trouve que c'est important parce que moi, je me suis dit, bah ouais, mais si tu l'aurais pas mis dans tes plans, est-ce que tu l'aurais bien vécu? Parce que tu le visualises pas, parce que voilà. Et je trouve ça important. Et là, je parle de ce cas-là, mais il y a plein de cas. Oui, bien sûr. Mais plein de choses à visualiser. Ouais. C'est l'exemple qui m'est venu. Mais... Et puis, c'est l'exemple le plus, on va dire, commun. Ouais, c'est plus commun, ouais, complètement. Parce qu'il y en a tellement. Bah oui, carrément. C'est une façon de naître. C'est une autre très belle porte de la vie. Alors, comment s'est passée cette deuxième naissance? Bah voilà, trop bien. Franchement, c'était... Ouais, là, le fait de l'avoir préparé, de m'être entourée comme j'avais envie. Enfin, David, il était à fond aussi. Et ouais, ce que je dis pas. Il t'a accompagné aussi. Ouais, et puis à cette période-là, enfin, toujours, mais il y a eu un déclic qui s'est fait dans le sens où il m'a énormément soutenue aussi dans mon changement pro. Enfin, il a été au top, quoi. Il était là. Ouais, non, ouais, non, mais vraiment, c'est mon pilier, David, dans la vie, c'est clair. Il me soutient vraiment. Et puis, il entend les choses. Enfin, il va à son rythme, mais il entend. Voilà, on va chacun à notre rythme. Il y a des choses qui sont innées chez chacun. Il grandit toujours aussi, et franchement, c'est beau à voir. Et moi, je grandis beaucoup avec lui aussi. Mais ouais, il a été un vrai soutien, et je pense qu'il a trouvé beaucoup plus sa place dans la naissance de Gabriel, dans le sens où il était complètement acteur, en fait, et moteur bah voilà, il avait un rôle déjà. Un truc bête, hein, ouais, mais... dis les rôles que peuvent faire les maris. Ah bah moi, il y en a... Mais alors, je sais, pour certaines... Les conjoints. Oui, voilà. Alors, pour certaines personnes, ce rôle-là peut être très futile, mais moi, c'était très important. J'avais envie d'investir l'espace de là où j'allais accoucher. Enfin, c'était important pour moi que je me sente comme à la maison. La maison de naissance, elle est magnifique. T'as un grand lit de place pour visualiser. T'as une baignoire. T'as des grandes écharpes voilà, pour pouvoir s'étirer dessus, pour gérer les contractions. T'as de l'espace aussi, t'as le petit paravent pour te sentir vraiment, si t'as envie d'être confiné à ce moment-là, des petites lampes de sel, des lumières, tu peux venir avec tes bougies, c'est beau, t'as des coussins avec des tissus, je veux dire, enfin, des tissus normaux, mais je veux dire des motifs, voilà, c'est vraiment cocoon, quoi, c'est très beau. Enfin, c'est très beau. Ça n'a rien à voir avec une chambre classique, entre guillemets. Et voilà, moi, j'avais envie d'investir encore plus cet espace-là. Donc, j'avais fait, je vais pas dire le nombre de sacs, mais dédié juste à la déco. Des valises, tu veux dire? Ouais, voilà, mes affiches. Voilà, donc en fait, le premier rôle de David était de tout investir l'espace. Donc, d'accrocher les affiches que j'avais réalisées, du coup, avant que
que j'avais pour l'instant faites que pour moi finalement, mais voilà, je voulais les accrocher, les avoir un peu partout autour de moi, des petits mantras, des mantras, des petits mots, des phrases, des mots comme la confiance, des choses qui font du bien, à quoi se raccrocher en fait au moment où voilà, des photos, des petits gris-gris, que tu peux avoir des femmes autour de toi. Enfin voilà, j'avais besoin de ça en tout cas, et du coup c'était son rôle de les accrocher. Mais en fait c'était cool parce qu'il était occupé à faire ça pendant que je gérais les contractions, parce que ça allait beaucoup plus vite. Pour un deuxième, c'était déjà allé très vite pour Maël. Mais là, c'est-à-dire que première contraction à 7h à la maison et il est né à 10h, quoi. Donc, Oui. ouais, c'est là-bas. Et on n'a même pas été une demi-heure, voire 1 heure. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans l'espace de la maison de naissance, dans l'espace pour nous. Donc, c'était la chambre de terre. Et tu vois, David, pendant une demi-heure, il a accroché, il a mis les valises, les choses où ça devait être, quoi, pour investir l'espace. Et moi, je gérais les contractions comme je pouvais. Alors, il y avait des mots réconfortants, il me faisait de temps en temps, je lui avais dit là, ce qu'il fallait qu'il fasse, qui allait me faire du bien, c'était les massages au niveau du sacrum. Là, j'ai l'impression qu'on aurait pu prendre un marteau et taper dessus, ça m'aurait fait du bien. Mais voilà, c'était son rôle. Et après, très vite, je lui ai dit, là, je pense que tu peux me faire couler un bain, c'est maintenant. Et alors, pour David, lui, il avait quand même dans sa tête, je parle pour lui, je devrais pas, mais il me l'a raconté, donc je peux en dire, mais il avait quand même dans sa tête le scénario pour Maël, en fait. Et du coup, pour lui, on avait le temps. C'est rigolo. De prendre son petit sandwich tranquille, d'avoir le temps de voir les choses venir. Sauf que là, on n'était pas dans le même accouchement, c'était un deuxième. Et puis là, mon corps parlait tout seul, en fait. Donc, et en fait, très vite, quand je lui ai dit, il faut mettre le bain, il a dit, ok. Et en fait, le temps que je coule le bain, je me plonge dedans en direct. Et là, je pense que mon visage change et je change complètement d'ambiance. Je suis plus là. Je sens quand même que l'intensité est très forte. Et je sens que Gabriel est en train d'arriver et pousse, quoi. Et je lui dis, ça pousse. Il me dit, non, pas déjà. Je dis, ah si, là, ça pousse. Et il me dit ça. Non, pas maintenant, déjà, on vient d'arriver. Il voulait son sandwich. Ouais, c'est ça. Il me dit, non, attends, on vient d'arriver, c'est bon. Et je dis, ah si, ça va être maintenant. Donc il me dit, attends, je vais aller chercher la sage-femme. Et là, je pousse un cri. Et il me dit, attends, je reviens. Et en fait, la sage-femme était toute seule à ce moment-là. C'était Sophie. Et en fait, elle était au téléphone. Mais elle, la nuit de fou, elle était au téléphone avec un papa qui était en train d'aider sa femme à accoucher chez lui parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de venir. Donc, elle était déjà en train de donner les instructions. Et David, excuse-moi Sophie, je crois que Marie est là. Bon, elle a peut-être besoin d'un peu d'aide. Et elle était là, on a le temps ou pas? Il y a quelqu'un qui arrive. Oh, je pense, voilà. Et là, il entend encore une fois que je crie. Et donc, Sophie arrive. Et en fait, la tête était sortie déjà. J'avais sorti la tête toute seule, quoi, dans le bain. Et en fait, au moment où elle arrivait, elle m'a aidée à glisser Gabriel sous moi. Donc, c'est moi qui l'ai récupéré. J'étais à genoux dans la baignoire et je l'ai mis contre moi. Je me rappelle, j'avais ce mouvement de m'étaler dans la baignoire. Et ça y est, quoi. Et David, il lui revenait pas. Il fait, mais ça y est, quoi, il est là. Ça y est. C'était énorme, ouais. Et en fait, ouais, c'était fou parce que tu te dis, mais je l'ai fait. Et t'as ce sentiment quand même incroyable de puissance qui vient de se faire. Tu l'as fait, quoi. Et puis après, ce qui est génial de ne pas avoir eu la péri, c'est que, oui, sur le coup, ça peut soulager, mais derrière, souvent, après, avec la péri, c'est un peu plus raide, je trouve, quand même, pour avoir comparé. C'est plus dur après de se relever, de se remettre physiquement. Donc là, je me suis directement levée avec Gabriel, on a été se mettre dans le lit. Après, il fallait accoucher du placenta. C'est important de le dire, des fois on l'oublie, mais encore, il y a quelques contractions encore. Ouais, je l'avais oublié, moi, le troisième. Ouais, ça, ouais. Mais en même temps, t'as plus envie, mais... Oui, j'avais oublié. Ouais. Et ouais, faut quand même le sortir, le placenta. Et puis en fait, là, t'es dans ta bulle, et puis tu restes des heures et des heures. Gabriel n'a pas été pesé du tout de suite. Il était 10h, on l'a pesé, je crois qu'à 22h le soir. On te laisse tranquille quand même. T'es vraiment dans ta bulle, on vérifie que t'ailles bien, que le bébé va bien. Mais tu vois, il est resté en peau à peau comme ça toute la journée avec nous. Et puis on est tous les trois dans un grand lit, quoi. Et ça, c'est quand même magique. Et du coup, forcément pour Agathe, on n'a pas envisagé d'autres solutions. Enfin, si. Oui, parce que, alors, vous êtes à 4, et donc, je sais pas, quelques mois plus tard, vous vous remettez... quelques mois. Ouais, ils ont 2 ans d'écart. Ce qui est énorme, hein, finalement. Non, je rigole. Non, on parle quand même d'enfants rapprochés. Quand même. Ouais, ils ont 2 ans d'écart, Gabriel et Agathe. Ouais, 3 en 4 ans. C'est bien. Mais ouais, c'est bien. En 3 ans et demi. Si on tu vois. Ouais. Ce qui est sur le papier,
Si on est fou. Bah oui, parce que moi, ils ont 5 ans d'écart pile. Ouais. Et je trouve que c'est déjà. Ouais, mais je pense que costaud. ça, en vrai, c'est costaud. Enfin, je suis pas sûre que ce soit. Enfin, ça reste des enfants rapprochés dans les. C'est juste, tu te laisses peut-être moins le temps de. Voilà. Mais ça reste je trouve, des phases. Enfin, entre 1 et 3 ans, c'est raide de toute façon. Enfin, c'est raide, c'est super aussi, mais on sait que c'est super, quoi. Donc, mais il y a quand même c'est très intense, je trouve. Et pour des choses complètement différentes, mais pas moins, pas. Voilà, c'est juste. Je me dis aussi des fois, peut-être qu'on se donne le luxe d'être moins longtemps dedans. Hein, tu vois. Quand je dis dedans, c'est ce que je me suis dit. Hein. Moi aussi. Voilà, ça va être. Bon, de toute façon, on se trouve nos petites raisons. Oui, heureusement, il n'y a pas une composition de famille pareille et chaque choix est différent et tant mieux parce que sinon ce serait triste. Mais là, ouais. Alors pour le coup, on s'est beaucoup posé la question pour Agathe. Alors on savait qu'on voulait 3. Ça, c'était assez vite évident. Mais au tout début, moi, je me disais, ça pourrait être chouette aussi d'attendre un petit peu, de se remettre de tout ça, de profiter à 4 avec 2 enfants, avec une parité entre les enfants et les parents. Puis pourquoi pas le ou la 3e plus tard en famille et d'avoir aussi des rôles de grands frères, parce que nous, c'était des grands frères du coup. Ça peut être chouette qu'ils vivent ça aussi avec nous, plus en conscience. Enfin voilà, je trouvais ça assez intéressant. Et puis, tu avais ce truc aussi de mais est-ce que. Enfin, voilà, t'as un enfant aussi qui est en décalage. Enfin, tu te poses plein de questions, qui peut être en décalage des autres. Et puis, entre-temps, je fais aussi. J'ai peut-être pas dit, mais j'ai je pense qu'on comprend, mais donc j'ai plus ma maman, ça, je pense que ça a été assez clair, mais qui est décédée d'un cancer du sein, donc il y a 13 ans aussi. Et voilà, forcément, c'est très compliqué comme étape dans ma vie. Et puis, du coup, elle est décédée d'un cancer du sein, sa maman aussi, beaucoup de ses tantes, beaucoup de femmes dans la famille sont décédées de ce cancer. Voilà, ma maman, quand elle était là, elle a très vite compris qu'il y avait sûrement un truc. Donc, c'était le tout début où on pouvait savoir s'il y avait les gènes et tout ça. Donc, elle a fait ce cadeau-là de pouvoir savoir si elle avait ce gène, donc BRCA1. Je savais que le jour où je serais prête, je pourrais faire ce test pour savoir si je l'ai ou pas. Moi ou mes petites sœurs, j'ai 2 petites sœurs. Voilà, c'est personnel, on le fait ou on le fait pas quand on le sent, et si on le sent. Pour moi, je considère que c'est vraiment une chance de pouvoir le savoir pour pouvoir faire ce qu'il faut si on l'a. Bon, il se trouve que du coup, j'ai fait ce test après la naissance de Gabriel, pas direct, je me suis laissé le temps d'atterrir, mais un petit peu après. Et donc, j'ai ce gène. Donc ça a été assez dur parce que ça replonge en fait, même si on t'annonce pas que t'as le cancer, c'est qu'un gène, mais c'est quand même ce gène. T'as plus de risques, non ? Voilà, énorme. Ouais. T'as 70% de risque là tout de suite de le développer, donc c'est énorme, c'est énorme. Et puis ça te replonge quand même dans ça. Tu te dis mince, là attends, je viens de faire des enfants, alors que potentiellement, après le cancer du sein se soigne très bien, il est très bien pris en charge. Moi c'est parce que je suis tétanisée avec le fait que pour beaucoup de femmes dans ma famille, voire la totalité, à chaque fois, il y a eu la récidive qui, derrière, s'est mal terminée. Et c'est ça qui me fait peur. Après, là où je me dis, attends, tu as la chance de savoir que tu l'as, tu as la solution aussi de faire une mastectomie, double mastectomie, donc d'enlever les glandes mammaires et du coup, de t'enlever de diminuer drastiquement c'était les mots de la personne qui m'avait dit ça, le risque. C'est-à-dire que je peux enlever les glandes mammaires et du coup, ils enlèvent 95%. C'est énorme les risques que tu t'enlèves, quoi. Moi, c'était évident. Parce que, en plus, un petit peu avant qu'on décide de faire Agathe, on se posait la question. Parce que pour moi, l'allaitement a fait partie vraiment de l'histoire de ma maternité. Je me suis vraiment épanouie dans ces moments lactés, on va dire. Avec Gabriel, ça a été un petit peu plus long aussi encore. Et je me voyais pas, du coup, faire cette opération avant, parce que j'avais vraiment envie de revivre l'allaitement. Donc, ça a un petit peu... Tu peux plus après. Non, par contre, tu peux pas. Tu peux plus allaiter. Tu peux avoir des enfants, voilà. Mais j'avais peur que mes seins faisaient quand même partie de mon histoire de maternité et j'avais pas envie de vivre sans avec. Donc, ça a un petit peu accéléré le fait qu'on veuille ce 3e bébé parce qu'on s'est dit, j'ai pas envie de traîner pour enlever ces seins-là, donc on y va pour notre 3e bébé et on verra ça après, du coup. Après, entre-temps, tu as aussi beaucoup de choses dans la tête qui se passent. Où tu te dis, attends, je fais des enfants, j'ai un gène, j'ai le risque de leur transmettre. Même chez les garçons les garçons peuvent transmettre à leurs filles, en fait. Et même pour eux, il y a des choses, mais moins de choses, mais il y a aussi des risques. Mais bon, voilà, et après, il y a eu des gens qui m'ont dit, et ça m'a fait du bien de l'entendre, non, mais en fait, si t'as peur des risques que tu transmets à tes enfants, tu fais pas d'enfants dans la vie, en fait. Donc, c'est vrai. Mais ouais, mais c'est bête, mais d'entendre ça, tu dis, oui, parce que en vrai, c'est une culpabilité aussi que tu peux porter de te dire,
attends, j'ai ce truc-là, et puis je vais aller le transmettre. Qu'est-ce que j'ai déjà 2 enfants, qu'est-ce que j'en fais un troisième, quoi. Non, c'est vrai, oui. c'est dit de manière très brute, mais c'est un truc qui se passe dans ta tête à un moment, quoi. Mais voilà, en tout cas, ça s'est passé comme ça dans mon esprit. Et après coup, en fait, heureusement, parce que il y a des signes, en fait. C'est que avant de faire cette mastectomie, tous les 6 mois, je suis très suivie. Je dois faire IRM, mammo et écho au niveau de mes seins, parce que voilà, je suis déjà à risque, en fait. Donc, il faut le faire tous les 6 mois. Et en fait, il y a eu une IRM qui était pas... Voilà, il y avait quelque chose. Donc là, ça a été... j'ai eu très, très peur. C'était en avril, avant de tomber enceinte d'Agathe, donc 2022. On a eu très peur avec David, mais on est effondrés tous les deux. On s'est dit, ça y est, quoi. Enfin, on avait le projet. On venait de se dire qu'allez, ça y est, on se lance pour l'aventure d'Agathe. Et puis, on attendait ces résultats-là. Et en fait, on me convoque pour écho, mammo et rendez-vous avec le médecin une semaine après. Mais une semaine, quoi. Et là, mais comment on peut me faire ça, me laisser avec ce truc qui est une semaine entre les deux? Mais bon, c'était comme ça. En fait, c'était déjà prévu qu'il y ait ces trucs-là, qu'on ferait une mammo après. On est une semaine à pas être bien, à se demander ce qu'il va y avoir. Heureusement, entre-temps, il y a l'enterrement de vie de jeune fille de ma sœur qui me permet de penser à autre chose. J'en parle pas pour pas les inquiéter, mais ouais, j'avais pas envie de les inquiéter, mais même c'était pas juste pour les protéger, parce que, enfin voilà, je veux pas me dire, j'ai pas envie de dire, c'est juste, j'ai envie de protéger aussi moi, me protéger moi, parce que à partir du moment où j'en parle, je conscientise des choses, et voilà. Et du coup, c'était aussi pour moi me faire la part des choses et être dans un bon moment, quoi. Et donc après, le mercredi suivant, et en fait tout allait bien. Je vais pas laisser le suspense trop longtemps, tout allait bien. Tant mieux, tant mieux. Ouais, tant mieux. Mais en fait, et ce qui est fou, c'est que on attendait d'avoir les résultats, et puis Agathe a été conçue le soir des résultats. On est tellement heureux que tout se passe merveilleusement bien. Chez Marie et David, quand il y a des grands trucs, il y a un bébé après. Ah ouais, il y a un bébé après. Nous, on fête les grandes Et nouvelles. que Gabrielle, avec, elle nous a pas dit ce qui s'était passé, mais Oh, Gabrielle, confinement, bébé confinement. grand truc. Ouais. Changement de vie. Pro. Il faut que je demande à mes potes comment ils appellent Agathe, parce que Maël, il l'appelait Nuit de Noces, Gabriel, il l'appelait Covid-22, et puis... Covid-19, pourquoi je dis 22 Covid-19, on a parlé de 22 ouais. avant. Covid-19, et Agathe, il faudrait que je sache comment il la surnomme. Et ouais, voilà, donc tu vois, Agathe, elle est arrivée dans ce contexte-là. On était sûrs de nous, on savait que notre famille, il manquait elle ou lui, à ce moment-là, on ne savait pas, mais en tout cas, c'était sûr qu'on voulait un petit troisième. Puis voilà. Là, toujours la même préparation, Ouais. je suppose. Et en plus, là, tu étais Ouais. encore plus informée. Ouais. Tu es quand même très impliquée Oui. dans tout ce qui est parentalité. Oui, même accompagnement. trop. Là, pour le coup, j'étais très, très en stress de la fausse couche. Ah bon D'ailleurs, fausse couche, arrêt, ouais. J'ai été très, très, très Et en pourquoi stress de l'arrêt naturel de grossesse. En fait, je pense que, beaucoup plus informée. Je commençais à dévorer des bouquins, mais pas que pour m'informer, parce que ça me passionnait vraiment tout ce qui était au sujet de la parentalité, de voir comment on peut envisager la naissance autrement. Oui, je me renseignais beaucoup à ce moment-là de l'accouchement à la maison. Donc David n'était pas chaud du tout. Pas chaud du tout. Lui, il avait peur. Il voyait risque. Parce qu'on parle quand même des risques avant de... On voit souvent la pathologie avant la physiologie. Mais on a besoin aussi de savoir, heureusement qu'il y a le médical qui est là pour entourer, heureusement, mais il y a aussi... En fait, c'est important d'être informé pour au cas où qu'il y a quelque chose. Mais quand il n'y a rien, ça peut très bien se passer. Il peut y avoir... En fait, il faut être là où on se sent bien. Et j'étais persuadée que là où je me sentirais le mieux, ce serait à la maison. Et j'avais aussi envie d'écrire une nouvelle histoire pour chaque naissance. Et du coup, je tannais un peu David, je lui montrais les bouquins, je lui montrais plein de choses qui existaient, mais même avant qu'on décide d'avoir Agathe. Je lui disais, regarde, c'est quand même fou ce qu'on peut faire. Il était à l'écoute de ça. Ouais, au début, David, de toute façon, comme dans son fonctionnement, quand j'amène des nouvelles idées ou des trucs, c'est allez, arrête ça. Mais un peu pour me chambrer, voilà. Et puis en fait, si, il entend vraiment, il fait son chemin, et voilà, on va chacun à notre rythme. Mais des fois, j'amène aussi des idées, bon, ça va, quoi. Bon, ça va, oui, il fait la part des choses. alors. Voilà, c'est ça. Il va à son rythme, mais il entend. Franchement, il est ouvert. Et du coup, au début, il voulait pas, et vraiment. Non, il voulait pas en entendre parler. Et puis petit à petit, il dit non, mais c'est vrai. Je lui amenais aussi les choses devant les yeux. Et il me disait
Non, mais après tout, c'est toi qui accouches, c'est toi qui sais. Enfin, t'as l'air quand même d'être bien informé. Si ça te tient à cœur, je te suis, quoi. Et en fait, le fait qu'ils me disent qu'ils me suivent, moi, j'ai fait oh, merde. Ah ouais, en fait, je peux le faire, du coup. Trop concret. Ah ouais, c'était trop concret. Trop concret. Et surtout, en fait, non, c'est là où j'ai un petit peu switché, c'est que je me suis imaginée à la maison, la logistique que ça impliquait aussi. C'était même pas tant. Moi, le risque, je le voyais pas. J'y voyais beaucoup d'avantages. Oui, il n'y a sûrement pas les mêmes risques, pas les mêmes inconvénients dans les deux cas. Mais voilà. Changer les draps. Ouais, en fait, oui, je voyais toute la logistique pratique. Voilà, moi, j'avais adoré accoucher dans l'eau pour Gabriel, donc je voulais reproduire ça. Donc, comme je voulais pas que ce soit dans ma salle de bain parce qu'il n'y avait pas un gros matelas à côté, je voyais bien ça dans le salon au coin du feu, vu que c'était l'hiver. Enfin, je commençais à me focaliser un peu sur les détails et à me dire, ouais, mais si les gars dorment là-haut et que ils sont quand même petits. Oui, pour voir ça. Voilà. Bien préparé, je me disais, mais voilà, je me disais, des fois, tu sais pas moi, je me souviens pas avoir crié, par exemple, pour Gabriel, alors que j'ai crié. J'ai eu peur de tout ça, et que surtout, je sois focalisée sur ça et pas dans le moment. Là où, à parenthèse, tout était, la maison de naissance, tout était vraiment fait pour ça. Et du coup, t'as quand même une charge mentale en moins, t'es dans le lieu qui est propice à ça, t'as le monde à côté au cas où il se peut se passer des choses, parce que oui, il peut se passer aussi des choses. Bah voilà, du coup, je me suis dit, mais en fait, Marie, qu'est-ce que tu vas chercher ? Ce sera forcément une naissance différente. Allez. Et du coup, c'est comme ça que je suis revenue au fait d'avoir envie de le faire à parenthèse et pas à la maison. Et... Ça a dû le soulager, peut-être. Ouais. David était content qu'on fasse ça. Comme il a connu. Puis voilà, en plus, là, pour le coup, il n'y avait pas trop de changements sur l'installation. Oui, j'avais quand même une petite. T'avais une valise en... Ouais, toujours mes sacs de déco. Et puis en plus, t'en veux tout le temps plus. Donc là, j'avais carrément amené des guirlandes lumineuses, des petites lampes de chevet, de machin. Voilà, non, mais des bougies, des trucs, des petites statuettes. On partait loin, là. Mais j'avais besoin de ça. Et puis surtout, dans mes bagages, j'avais amené pas que des choses. J'avais amené aussi Lucille, qui est photographe de maternité et qui, je crois, en plus, a fait un podcast sur... Oui, un très beau, très bel épisode. Ouais, très, très bel épisode. Et du coup, Lucille, on s'est quand même rencontrés une fois, même plusieurs fois avant l'accouchement, mais voilà, pour faire quelques photos, pour appréhender l'appareil photo pour le jour J, parce que c'est pas rien de se mettre à nu vraiment dans ce contexte-là devant quelqu'un. Mais moi, c'était pour la naissance de Gabriel où je me suis dit, j'ai pas de trace vraiment de ce qui vient de se passer et c'est quand même un truc de fou. Et en fait, je rêverais d'avoir une trace de ça. Et je m'étais dit, le jour où si je revis un accouchement, j'aurai une photographe pour... parce que je trouve que c'est hyper puissant à laisser. Enfin, après, faut pouvoir le faire aussi. J'ai conscience que c'est pas... J'aurais jamais pu le faire pour Maëlle à ce moment-là de ma vie. D'avoir quelqu'un, c'est hyper... c'est hyper intime. Tout le monde, je pense, ne serait pas à l'aise pour le faire. Là, moi, j'étais à un moment où c'était OK. Le fait, je pense aussi, de beaucoup partager... à travers mes illustrations, être beaucoup plus dans la transmission, d'écouter aussi beaucoup de choses et d'être très aussi reconnaissante de tout ce que j'apprenais parce qu'il y a des gens qui partagent les choses et de l'intime, ça nourrit et ça permet justement d'avancer. Enfin, voilà, moi, c'est aussi pour ça que je suis contente de témoigner là, c'est une trace que je laisse. Enfin, voilà. Donc, du coup, je le voyais plus pareil. Donc, c'était plus facile pour moi. Et puis, ça a matché de ouf avec Lucille. C'est une amie maintenant. Donc, et c'est d'ailleurs très fou comment ça s'est fait d'un coup. Et oui, on a vécu un truc quand même particulier ensemble. Ça rapproche. Mais voilà, c'était quand même très chouette. Et donc voilà, j'ai amené aussi Lucille dans mes valises, c'est-à-dire que au moment des premières contractions, et la maternité était OK avec ça. Et oui, parce que c'est important de le demander avant. Et en fait, dès que j'ai eu les premières contractions à la maison, j'ai appelé Lucille et après j'ai appelé pour dire que j'arrivais. Et enfin, c'est David qui a géré ça. Elle est arrivée vite. Ah ouais, on est arrivés quasiment en même temps. Elle a pu prendre son petit sandwich avec David, figure-toi. Ah pardon, je pensais à Agathe. Ah Agathe, pardon. Ah, moi, j'étais chronologique, moi. Il y a d'abord l'arrivée de Lucille. Et il y a toujours le sandwich en ligne de fond. Ouais, en ligne de fond, le sandwich. Et il l'a eu parce qu'en fait, du coup, ils étaient deux à installer la chambre. Ça allait plus vite. Et surtout, en fait, on n'a pas attendu. C'est-à-dire que Agathe est née post-terme quelques jours après. À la base, j'étais désespérée. 2 jours après, je me disais, ça y est, mon accouchement physio, voilà. Il y avait un accouchement qui allait pas se passer comme prévu, ça va être celui-là. Et du coup, j'ai essayé le tire-lait dans mon fauteuil chez moi pour essayer de stimuler l'accouchement. On m'avait conseillé ça. On m'a dit, vous pouvez essayer de tirer du lait. Et c'est ce que j'ai fait. Et on m'a dit, il faut bien le faire 1 heure pour que ça fonctionne. Sinon, ça sert à rien. Ça va pas faire assez. Donc, j'ai fait ça pendant 1 heure.
Et on était allé se promener sur le temps du midi avec David. Et au moment où il me dit, bon, allez, on y va. Attends, elle avait dit 1 heure, ça fait 55 minutes. Oh, bon, ouais, c'est bon. Je pose le tire-lège, je dis, allez, un dernier pipi, on y va, quoi. Et au moment d'aller aux toilettes, paf, la poche des os qui explose. Juste au-dessus des toilettes, quoi. Proprement. Franchement, propre, Agathe. Enfin, après, c'est pas sale, hein, mais bon, bref, en tout cas. Et en fait, là, dans la panique, j'étais là, c'est tombé dans les toilettes. Et dit, quoi, qu'est-ce qui est tombé dans les toilettes? Le bébé est tombé dans les toilettes. Je me dis n'importe quoi. On était dans la panique tous les deux, vraiment. Trop content que ça y est, enfin, il y a quelque chose qui se passe aussi parce qu'on était à J+2 et que ça commençait à faire peur, quoi. Et puis en fait, là, on go à la mater et c'est à ce moment-là, du coup, tu vois, direct, en fait, il n'y a pas eu de contraction qui faisait mal ou quoi, c'est juste t'as perdu les os et du coup, on a foncé et on a appelé Lucille. Et bon, on a foncé aussi parce qu'on s'est dit, deuxième déjà, on était limite. Alors, troisième, elle va arriver dans la voiture, tu vas voir. Et non, ça va. On est arrivé à la mater. Donc, Lucille et David en même temps, à installer la chambre, à manger leur petit sandwich. Et une fois que tout ça s'était fait, les contractions ont commencé à arriver. Et pour la petite histoire, pendant la prépa d'Agathe, j'ai fait du yoga parce que comme c'était la deuxième fois à parenthèse, on pouvait faire un peu différemment pour pas, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart. Donc là, je me suis fait 2 nouvelles copines, Camille et Pauline, si elles entendent, avec qui du coup on a fait la prépa ensemble. On n'avait pas, alors j'avais le même terme que Camille. Un jour près peut-être et 15 jours d'écart avec Pauline on avait déjà on faisait tous nos cours de prépa ensemble, yoga, ça rapproche hein, forcément et ce qui était fou c'est que Pauline en fait a accouché un peu avant nous, avant Camille et moi, mais pas beaucoup, quelques heures en fait. Ouais. Pauline qui était censée être 15 jours de terme après a accouché quelques heures avant nous et donc elle est arrivée dans la chambre et a demandé aux sages-femmes, mais Marie et Camille, on a couché ou pas? Parce qu'à ce moment-là, on ne communiquait pas beaucoup entre les rendez-vous. Et du coup, la sage-femme dit, on ne pourrait pas le dire, mais non. Et la Pauline a fait, je reste pas parce qu'elles vont arriver. C'est fou. Hein. Et on est arrivé. C'est vrai, elle l'a senti. Non, mais elle s'est dit, elles sont à J+2 parce qu'elles connaissaient nos termes. Donc là, elles vont arriver en fait à J+1 ou J+2. Donc Camille est arrivée et puis quelques heures après, encore moi. Donc, ce qui fait qu'on a 1 jour d'écart toutes. Mais et en fait, j'étais dans la chambre d'à côté de Camille. Moi, quand je suis arrivée, c'est le premier truc que j'ai demandé aussi, parce qu'avec Camille, on commençait à s'écrire, parce qu'on avait dépassé le terme toutes les deux. Alors que pour nous, Pauline, ça allait venir après, quoi. Ouais. Donc, mais pour Camille et moi, on commençait à se dire, et puis je commençais à plus avoir de nouvelles de Camille. Je dis, ça se trouve, elle est partie. Effectivement, elle y était. Et moi, quand je suis arrivée, je dis, je vois que la deuxième, parce qu'il n'y a que 2 salles, hein, deux chambres disant, je dis, quoi, la deuxième chambre est occupée. Je crois que c'était Emeline, sage-femme, je dis, dis-moi que c'est Camille. Elle me dit oui. Et j'étais contente pour elle parce que je me suis dit, yes, nos projets parenthèses se font, quoi. Parce que, oui, on peut pas. Enfin, c'est normal, ils prennent pas de risques et les déclenchements ne se font pas en maison de naissance. Donc, voilà, du coup, c'est trop chouette. Et allez, pour aller encore plus loin dans l'anecdote, du coup, une fois que moi j'ai accouché, on s'envoie des petits messages avec Camille et je lui dis, je te présente Agathe. Et elle me dit, incroyable, je te présente Agathe. Donc c'était trop rigolo. Ouais, connecté de ouf sur les prénoms. Non mais voilà, du coup, 2 Agathe qui sont nées aussi. Pour tes enfants, t'avais demandé le sexe? Ouais, pour Maëlle parce que oui, premier. Premier, tu te voulais ça. Oh oui, le sexe. Voilà. Deuxième, pourquoi est-ce qu'on a... Parce qu'au début, moi, je voulais la surprise. David n'était pas trop chaud. Pourquoi est-ce qu'on a fini par demander? Je ne sais même plus. Ouais, on devait être OK aussi de demander. Et c'est troisième, j'avais trop envie de faire la surprise aussi. Je me disais, toujours la volonté d'être dans le côté très aller jusqu'au bout. Et puis, on avait plein d'amis qui ont fait la surprise et qui nous dit c'est incroyable de le savoir. Et là, David, où il a eu les mots, il m'a dit, quand même, on a déjà eu 2 petits garçons. Il dit, on s'en fiche du sexe, mais quand même, il y a une part de toi, je sais, qui rêve d'avoir une petite fille. Si c'est pas une fille, au moins, tu peux t'y préparer. Et il a eu l'argument quand même. Parce que c'est vrai que c'était important pour moi, je me rends compte maintenant. D'avoir une fille. Ouais, d'avoir une fille. Mais après, j'aurais eu un garçon, ça aurait été trop bien aussi. Ouais. T'es toujours très contente de ce que tu as, donc c'est... Voilà, mais ouais, là, je suis très heureuse côté transmission aussi. Voilà, dans ton histoire personnelle, ça doit jouer. Grave, ouais, carrément. C'était super important, je me rends compte maintenant. Et de connaître autre chose aussi, c'est trop sympa, même si chaque enfant, de toute façon, il est différent. Et donc là, la famille est au complet? Ouais, là, ouais. Ouais. Ah oui. Et donc, t'as fini ton allaitement? Ouais, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je l'ai allaitée 11 mois à peu près. Agathe, elle vient d'avoir 1 an, donc tu vois. Et c'est quoi les prochaines étapes par rapport à ta
Mastectomie. Mastectomie, ouais. Bon, Double, ça, même on va le terme couper. exact de. Non, t'inquiète pas, la double mastectomie prophylactique Mastectomie. bilatérale. Hein. Tu vois, Ah c'est ouais. très. Non, en Ouais. gros, c'est une double mastectomie préventive, quoi, dans le cadre de la prévention par rapport aux gènes que j'ai. Donc là, moi, c'est le 18 novembre prochain que je fais ça. Là, je suis dans une étape pas forcément évidente parce que déjà, ouais, c'est un petit deuil. Hein, voilà, je viens de finir 3 grossesses. Mes seins avaient une place importante dans ces grossesses-là. Hein, c'est normal. C'est moi qui n'avais pas de seins du tout. Hein, on peut même pas parler de A. Je suis très à l'aise avec ça maintenant. Mais voilà, oui, avant, j'étais même très complexée par ma petite poitrine et puis, du coup, d'un coup, voilà, ça fait presque 5 ans que j'étais soit enceinte, soit allaitante. Donc, ouais, les seins, ils ont pris une place qui était différente. Là, du coup, ils reprennent très vite leur place d'avant. Les seins, voilà, ne sont plus très volumineux, on va dire. Mais, en tout cas, ils ont fait partie, ils ont une place très importante dans ma maternité. Voilà, 3 super allaitements. Et du coup, ça me fait quelque chose de me dire qu'ils vont plus être là, même s'ils seront là d'une autre manière. Là, les questions que je me pose, c'est reconstruire, pas reconstruire, parce que je me sens vraiment à l'aise, on va dire, de pas en avoir physiquement. Je me sens super bien, je me sens légère. Moi qui aime faire de la course à pied, je me sens légère quand je cours. J'ai pas un truc qui me dérange, alors que j'ai plein de. Ce qui est cool, c'est que la magie des réseaux fait que j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui m'ont bien dit que ça les dérangeait pas du tout pour le sport et notamment la course à pied. Mais je sais pas, je pense que c'est plus fort que ça. C'est dans mon esprit de pas rajouter quelque chose là où je veux enlever quelque chose, de pas avoir quelque chose d'étranger dans mon corps. Alors c'est vraiment personnel parce que il y a une part de moi aussi qui a du mal à me dire que ça va être plat, quoi, tu vois. Et en même temps, si je veux pas construire, c'est plat. En même temps, on n'est pas très loin du plat actuellement. Hein. Oui, Mais différent, pour tu l'image, vas c'est avoir, différent. Ouais, voilà, c'est des ça. cicatrices peut-être. Ouais, un petit peu. Après, ça conserve très concrètement, on conserve le mamelon. Hein, donc, Ah ok, je pensais qu'on ouais. enlevait. Non, avant, c'était une zone qui était considérée comme plus à risque. Et D'accord. maintenant, les recherches ont évolué. Donc, comme quoi, c'est cool, les recherches avancent toujours et pas plus. Donc, il n'y a pas de raison de l'enlever. Donc, C'est ouais. même pour la femme, tu Ouais. dois te sentir. Ouais, mieux. Après, en cas de cancer du sein, simple. par contre, c'est différent. Les femmes peuvent. Oui, d'accord. Là, si c'est. Voilà, quand ça a été on prend pas de risque et c'est normal. Enfin, du coup, il y a D'accord. besoin de reconstruire le mamelon. Là, c'est différent. Donc, du coup, je suis un peu. Tu peux le faire après peut-être. On peut le faire en 2 temps. Ouais, non, mais c'est intéressant de le dire. Là, j'apprends plein de choses aussi parce que je me renseigne et j'ai des témoignages. Alors, c'est soit, en fait, on reconstruit directement. Voilà, on peut choisir un volume qui reste harmonieux. On peut même, si j'ai voulu prendre plus gros, c'était possible. Bon, c'est pas mon souhait, mais Oui. voilà, on peut lier l'utile à l'agréable. C'était rigolo parce que ma maman avait fait une double mastectomie entre ses 2 cancers. Et elle avait toujours été très complexée de ses petits seins. Hein. J'ai hérité de ça aussi. Et du coup, ça a été très heureuse de pouvoir avoir des prothèses plus grosses. Je me rappelle, ça m'avait marqué. Mais moi, tu vois, j'étais persuadée du coup que j'aurais voulu aussi avoir plus gros. Et en fait, là, je suis plus sûre. Et en même temps, en fait, c'est toujours une question de l'image que tu renvoies. Ça fait peur. Pour moi, toute seule, me sentir un peu légère et de m'enlever un poids. J'ai l'impression que je m'enlèverai un poids, ça me dérange pas. Enfin, T'as encore du chemin jusqu'en novembre, et puis après, tu peux le faire en 2 temps. Oui, voilà. Et voilà, oui, c'était ça la question de base, excuse-moi. Mais voilà, donc il y a cette possibilité de reconstruction en volume, la possibilité de reconstruire à plat, donc là, juste de rien mettre et voilà, de refaire quelque chose de propre. Ou alors de se laisser le temps. Et là, alors, faut que je redemande à ma chirurgienne, je la vois bientôt, mais ils disent qu'ils laissent un peu plus de peau, entre guillemets, pour pouvoir le faire dans un second temps. C'est pas la même intervention que si on reconstruit un truc il faut propre, quand même que tu choisisses. Mais c'est pas... Enfin, on peut le refaire, c'est juste... Je pense que c'est pas le même esthétisme si jamais je décidais de le faire après avoir décidé de le faire à plat. Je me comprends, mais... Voilà. Donc, en fait, je peux encore cheminer. Je vois ma chirurgienne bientôt. Je vois aussi une cliente amie qui va bientôt me guider. Voilà, elle est spécialisée justement dans la kiné post-mastectomie, enfin voilà, reconstruction de plein de... Même pour les personnes qui changent d'identité de genre aussi. Donc, tu vois, voilà, je suis entourée de personnes qui ont très envie de parler de leur parcours et ça, c'est super. Et d'ailleurs, s'il y a d'ailleurs des femmes, des fois, qui ont envie de parler de ça, enfin voilà, il ne faut pas hésiter parce qu'on se sent seule quand même au moment où... Moi, là, j'ai eu une phase où je me sentais seule vis-à-vis de ça.
Parce que t'as beau être bien entouré, il y a que toi qui ressens, qui Oui. vis ça, quoi. Même, moi, j'avais été à Paris pour rencontrer d'autres femmes qui avaient aussi le même gène pour parler de ça, des solutions. Et ça avait été important pour moi à ce moment-là parce que, ouais, sinon on est seul avec ce qu'on vit des fois et il faut aller s'entourer des personnes qui vivent la même chose. Enfin, faut que non, mais on peut avoir besoin et c'est OK, quoi. Donc, Et par rapport à ça, toi, tes sœurs, elles n'ont pas fait le test, donc elles ne savent pas. non, pour Et l'instant, c'est elles leur savent choix. pas. Ouais, c'est Ouais. leur choix pour Ok. l'instant. Après, elles sont plus jeunes que moi. Moi, je suis la Ok. plus grande des 3 filles. Je pense qu'elles le feront quand ce sera le bon moment pour elles. Après, je veux pas parler à leur place parce que Oui, bien sûr. parce que bah voilà, elles savent elles-mêmes ce qu'elles feront. Mais là, en tout cas, oui, pour moi, c'est quelque chose qu'elles auraient envie de faire. Elles se laissent le temps aussi. Voilà, je disais, ma sœur, voilà, je viens d'être tata, donc une petite Louise, voilà, c'est atterrir de sa maternité déjà, mais voilà, elle fera le chemin qui lui appartient. Bien évidemment, moi, je communique beaucoup sur ce sujet-là aussi, autour du cancer du sein, parce que ça fait partie de l'histoire de ma maman et de la mienne, forcément. Et ça me fait du bien de parler de ça, de communiquer aussi à travers mes pinceaux. Hein. C'est clairement un peu thérapeutique. Hein. Et une manière, on parlait tout à l'heure de comment se faire suivre. Moi, je crois que mes pinceaux, ils m'aident bien, en fait. Et L'art-thérapie. Ouais, ça l'art-thérapie, existe, tu me diras. exactement, c'est clair. Donc, tu vois, ça a un rôle aussi. Et je crois que j'ai besoin aussi de semer des petites graines et de laisser des traces et que mes sœurs soient au courant de ce qui se passe, mais des fois de manière un peu informelle parce que. Oui, il y a peut-être un peu de gêne ou on peut pas On rentrer. parle énormément, très bien avec mes petites sœurs, on peut parler de tout et ça c'est super, mais c'est juste que faut leur laisser le temps aussi à elles de faire leur chemin. Et du coup, je veux pas brusquer et au moins quand elles ont envie d'avoir ces traces-là, à un moment où elles sont prêtes, elles les auront. Et quand elles ont besoin, elles peuvent demander et voilà. Après, bien évidemment, je veux les protéger, donc j'espère qu'elles pourront assez. Enfin, j'ai pas de pression, mais oui, j'espère qu'elles pourront le faire assez vite dans leur vie pour qu'elles aient le choix, en fait. Tu vois, c'est toujours une question de. Le savoir, c'est le pouvoir, on le dit souvent, mais c'est tellement vrai parce que si tu as toutes les clés en main pour pouvoir choisir, voilà, derrière, tu fais les bons choix. Et puis surtout, j'implore, je prie, tout ce qui est possible de faire pour qu'elles aient pas ce gène, en fait. Parce que c'est ça. Faut être prêt à accueillir la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle peut être là aussi, tu vois. Donc voilà, c'est d'abord ça que j'ai envie de garder à l'esprit, c'est que surtout, elles peuvent ne pas l'avoir et ce serait trop bien. Et par rapport à ça, pour ta fille, oui. Est-ce qu'en tant que maman, on peut faire des tests ou non? Enfin, là, ce sera pareil, ça sera son propre chemin. Ouais, alors c'est une très bonne question. Nous, il fallait attendre qu'on soit majeur pour pouvoir faire notre choix. Je me souviens même moi j'ai perdu ma maman quand j'avais. Ouais, non, mais tu as raison. Mais il faudrait que je me renseigne. Mais pour moi, en fait. En tout cas, pour ce gène-là, parce qu'il y a tellement de... Maintenant, on peut faire des tests génétiques pour tellement de choses. Voilà. Comme dans le cadre du cancer du sein, il n'y a pas grand-chose qui se passe avant 30 ans. En fait, tu commences vraiment à être à risque entre 25 et 30 ans. Donc, les interventions, en général, se font à 30 ans si tu fais le choix de la mastectomie. Donc, est-ce qu'il y aurait un intérêt pour elle de le faire avant tu vois, c'est plus ça. Je suis pas sûre. Donc, à partir de 18 ans, normalement, ça suit. Mais ça vaut le coup de se renseigner. Moi, j'ai perdu ma maman à 17 ans et du coup, très vite, j'ai su qu'on pouvait faire ce test. Et à 18 ans, j'avais commencé à faire mes démarches pour le savoir. D'accord. Et j'étais arrivée près d'une femme, je me rappelle, je sais même plus son nom, qui m'avait pris en rendez-vous, qui m'a dit « Mais est-ce que vous êtes sûre de vouloir le faire maintenant ? Parce que... vous avez 18 ans, on a le temps, on fera pas grand-chose avant 25-30 ans. Voilà, est-ce que ça va pas ? Et en fait, je la remercie parce que elle m'a remis un peu de légèreté dans mon quotidien en disant de toute façon, on fera rien. Vivez votre vie de jeune femme, profitez là. Je pense que c'est bon, quoi. Et on verra ça plus tard. Et en fait, ouais, parce que tu vois, comme je m'étais mis dans la tête, de toute façon, il se passerait entre 25-30 ans, j'ai fait ma vie. Entre-temps, j'étais déjà avec David, mais voilà, on a fait notre vie ensemble. On s'est mariés, on a eu nos 3 petits loulous. Et puis, voilà, entre-temps, forcément, le fait de devenir maman, tu te dis, ah ouais, il y a des choses... tu prends conscience aussi de... tu veux être là, en fait. Responsabilité. Ouais, tu te dis, oh putain, je veux être là pour mes enfants. Et il y a beaucoup de choses que tu prends conscience. Enfin, je pense que ça, c'est général quand même. Forcément, on prend conscience de devenir maman... en devenant maman, on prend conscience de beaucoup de choses et notamment de sa propre histoire. Et là où ça a été très, très compliqué, c'est, je vais essayer de pas pleurer, c'est de devenir maman, de prendre conscience de ce que ça a dû être pour la mienne, de laisser ses enfants. Tu vois, j'ai pris conscience qu'elle avait dû, parce qu'elle a su qu'elle allait partir, donc j'ai pris conscience qu'elle avait dû nous dire au revoir, quoi.
Et je me suis dit, oh putain, j'avais pas conscience que ça avait dû... Désolée pour le gros mot. Non, Mais je me suis dit, ah putain, elle a dû se dire, là, je laisse mes enfants. Et ça, bah moi, je me rendais pas compte à quel point ça avait dur avant de devenir maman, quoi. Et là, et maintenant, je me dis, mais si je devais laisser mes enfants, mais mon Dieu, ce serait le pire truc qui puisse arriver, quoi. Enfin, mes enfants ou David, enfin, ou ma famille d'ailleurs, mais mes enfants, quoi. Et du coup, là, ouais, il y a eu cette prise de conscience de se dire, bah, si je peux avoir les clés pour essayer de faire des choses pour pas que ça arrive, bah, je le prends, quoi. Et du coup, pour moi, c'est un cadeau qu'elle m'a fait d'avoir la possibilité de savoir. Oui, bon, on va pas se mentir, c'est pas un cadeau, le jeune, hein, mais de savoir que je puisse l'avoir. Ça, c'est un beau cadeau parce que bah, ouais, j'ai le contrôle là-dessus. Du coup, je peux décider ce que je veux faire et du coup, bah, je vais le faire. Et avec plaisir. Ça va être dur, mais c'est avec plaisir que je le fais parce que bah, ça va m'enlever un énorme poids. Et on en revient du coup à ce choix de... Oui. Bon, après, faire la part des choses, ça pourrait être super de reconstruire aussi. Mais bref, en tout cas, voilà, c'est un beau cadeau que j'ai de pouvoir choisir et d'en avoir conscience. Donc voilà. Puis j'ai l'impression quand même que dans tout ton récit, ta maman t'accompagne. Oui. Toujours, en fait. Ouais, mais avec beaucoup d'amour, de confiance, elle est là, quoi. Ça me manque, en fait, ce qui me manque vraiment... Et je sais pas si les autres femmes qui vivent une maternité sans leur maman ou qui vivent sans leur maman tout court, en fait, il n'y a pas forcément besoin de la maternité. Mais ce qui me manque, en tout cas, c'est ouais, cette transmission-là que je pourrais avoir. Parce que bah, tant qu'en fait, il y a des choses que tu vis pas, enfin, t'as pas besoin de les... Même si c'est des choses qu'elle me racontait quand j'étais petite, que je pourrais m'en souvenir. Maintenant, bah, de les raconter au moment où tu les vis, c'est pas pareil. Et il y a aussi beaucoup de choses qui me manquent là-dessus. Il y a aussi beaucoup de choses... où moi, ça me manque qu'elle le voit pas. Parce que même si je sais qu'elle est là, on se raccroche comme on peut. Voilà, on essaie de trouver des petites choses dans la spiritualité ou autre. Mais moi, je me raccroche à ça en me disant, bah, elle voit tout ça, elle m'accompagne. Il y a des signes, je suis hyper sensible aux signes et ça me fait du bien, tu vois. Mais moi, je la vois pas voir ça, tu vois. Et ça me manque énormément. J'aurais aimé voir sa réaction, j'aurais aimé la voir... être fière parce que je sais qu'elle aurait été fière de ses petits-enfants, je sais qu'elle aurait été fière de nous, je sais que là, elle serait très fière de voir ma petite sœur devenir maman, de voir mon autre petite sœur s'épanouir dans ce qu'elle fait. Je le sais. Elle serait fière de mon papa aussi, qui continue sa vie super bien. Donc ça, on le sent, on le sait, mais pas la voir profiter de ça, tu vois, ça, c'est dur. Ça, c'est super dur. Mais ça, ce sera toute ma vie. Enfin, oui, bah oui, j'avance avec, tu vois. Je pense que quand on devient orphelin, si on l'a pas vécu... on peut être dans l'empathie avec la personne, mais je pense qu'on ressent pas totalement. Non, on ressent pas. Mais par contre, on peut... Enfin, comme dans toute situation, on peut être là pour les gens et... être dans l'empathie. Ouais, dans l'empathie. Et puis pas avoir... Enfin, ça, c'est vraiment un truc aussi que je me rends compte. Enfin, faut pas... Je dis pas ce que les gens doivent faire, mais je crois vraiment que quand tu vis des choses, parce qu'on vit tous des choses différemment, en fait. On va tous être amenés à vivre des choses, on a tous vécu, on a tous nos histoires. Bah, des fois, peut-être qu'il y a des maladresses des gens autour, mais en fait, quand les gens veulent bien faire et juste être là, bah c'est ok, quoi. On peut pas leur en vouloir d'avoir envie d'être là. Enfin, même si c'est un peu maladroit, faut communiquer, quoi, tu vois. Enfin, c'est ce que je pense, tu vois, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De faire plein de belles choses à 5, d'avancer comme ça. Ouais, c'est des choses simples, tu vois, mais moi, ça me va qu'on puisse... découvrir plein de trucs ensemble, d'avoir un bel équilibre pour soi. C'est important pour moi d'avoir des moments pour moi. C'est important d'avoir des moments en famille et à deux. Des fois, les moments à deux, ils passent un petit peu après parce qu'on fait comme on peut. Et puis, des fois, tu as ta santé mentale à soigner, entre guillemets. Et du coup, tu as besoin d'avoir des moments pour toi. Mais là, je vois bien que ça y est, Agathe, elle a 1 an. On commence à retrouver des petits moments en plus. Voilà, ils vont commencer à jouer tous les 3. On va pouvoir retrouver des moments à 2. Et il faut qu'on se les prenne, ces moments à 2 aussi. Comme il faut se prendre ces moments pour soi. Et du coup, c'est cet équilibre dans tout ça que je me souhaite de continuer à enrichir pour aller bien. Parce qu'on a besoin de tout ça. C'est pas évident, hein. Des fois, on n'arrive pas à tout faire. C'est normal. Mais si je peux réussir à être un petit peu dans chaque truc, peut-être pas tout en même temps, mais... Ça peut être super. Et puis à court terme, moyen terme, que l'opération se passe bien. Parce que si ça se passe bien, je vais aller bien. Et puis du coup, tout le monde ira bien dans la famille. Mais comme si chacun va bien, tout le monde va bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Marie. C'était un témoignage très fort. Merci à toi, Pauline, de m'avoir invitée sur ce podcast, vraiment, pour laisser cette trace-là. Parce que des fois, c'est chouette de pouvoir livrer des petites choses comme ça, même si c'est pas un exercice facile. Moi, je m'exprime d'habitude beaucoup plus à l'écrit ou en dessin, mais je me dis ça peut être chouette d'avoir cette trace-là pour mes enfants. Tu vois, je me le disais en arrivant, je disais
Si j'avais pu avoir quelque chose comme ça, d'entendre la voix de ma maman que j'aurais pu écouter plus tard, j'aurais adoré, tu vois. Donc, c'est chouette de pouvoir le faire aussi là, pour eux. Pour moi aussi, ça peut être thérapeutique de faire le point comme ça. Et des choses que tu t'attends pas à le dire. Ah ouais, parce qu'avec tous les invités que j'ai eus, il y en a beaucoup qui m'ont dit ça. Ouais, grave. Non, mais non, c'est vrai. Tu t'attends pas à dire des choses et en fait, tu dis des choses. Complètement. Il y a des choses très puissantes qui se font parce que ça se fait et que c'est dans la discussion et que tu te livres et voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, vraiment. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.